Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap Fight Minds boxe anglaise. Vidéo un peu plus développée que ce qu'on vous a fait parce qu'on vous a fait un récap à chaud très court de 5 minutes la semaine dernière, juste après le combat, le dimanche en fait, pour parler du combat quand même et de l'ambiance, etc. pour quand même donner nos réactions à chaud. Parce que ça nous paraissait important du moins. Mais là, on va vous faire une vraie analyse technique comme on l'avait fait pour Ring of Fire, parce qu'on pense que c'était un combat important et on va vous expliquer pour plusieurs raisons. Et c'était un grand moment de boxe, ne serait-ce que par l'ampleur du show. Avant d'introduire Kabir, vous commencez à connaître, c'est la petite pub. Ceux qui l'ont jamais vue, restez pour la regarder, c'est Hollywood. Ceux qui l'ont déjà vue, restez pour la regarder parce que vous savez, vous allez rester, vous la kiffez. À de suite. Cette vidéo est sponsorisée par Shadowboxing App. Vous rêvez de débuter ce sport magnifique qu'est la boxe, mais vous ne savez pas par où commencer. Bien, j'ai la solution pour vous. Je vous présente un nouvel élève. Par souci d'anonymat, nous l'appellerons Kabir. Et comme beaucoup de nouveaux élèves, Kabir fait n'importe quoi. Heureusement, son coach est là pour le rappeler à l'ordre. Bon, le sac, c'est pas trop ça, alors Kabir s'essaie au shadow, sans grand succès. Mais grâce à son partenaire d'entraînement, Kabir va enfin voir la lumière. Kabir vient de découvrir Shadowboxing App, l'application qui t'accompagne dans tes entraînements et révolutionne le shadow. Grâce à Shadowboxing App, tu peux non seulement découvrir les bases de la boxe, mais aussi casser la routine. Si t'en as marre des shadows un peu ennuyeux et que tu veux découvrir autre chose à la maison comme à la salle, télécharge Shadowboxing App. L'application est notée 4,9 par plus de 2400 utilisateurs. Mais surtout, grâce à Shadowboxing App, Kabir le nulos est devenu Kabir le monstre. Et maintenant, son coach est fier de lui. Pouvoir continuer à l'aider à progresser. Téléchargez Shadowboxing App, les liens sont dans la description. C'était la petite pub de Shadowboxing App qui donc soutient Fight Minds tout ce mois de septembre. Shadowboxing App, vous l'avez vu dans la pub, ceux qui n'ont pas regardé, allez vraiment la voir parce que au moins, même si vous téléchargez pas l'application, au moins elle a le mérite d'être drôle. Shadowboxing App, moi c'est une appli que j'utilise depuis longtemps, depuis le confinement. Kabir l'utilise aussi depuis plus récemment. Moi ça fait depuis le confinement, c'est une application qui vous permettra d'être plus confiant en vos jabs, en vos directs, les techniques de base. Si jamais vous voulez vous inscrire et que vous osez pas et que vous voulez aller dans une salle de boxe, bah, c'est un bon point de commencement. Et si jamais vous êtes des pratiquants confirmés mais que vous voulez un peu changer la routine de votre shadow, c'est pas mal, ça fait un peu jeu vidéo, c'est très ludique. Donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description, c'est gratuit et c'est français cocorico. En parlant de français, Kabir, comment ça va? Ça va, super, merci. Et toi? Bah Super nickel, week-end. écoute. On redescend là petit à petit là. Mais c'est vrai que c'était un excellent week-end. Et puis, Ouais, il y a on va prendre le ouais, temps de bien vous le présenter. Dylan était là à Londres. On s'est vu pour la première fois. c'est C'était vrai, cool. Et c'est puis vrai, c'est vrai. on s'est bien amusé aussi. Au-delà du combat, il y avait une super ambiance à Londres et il m'a fait visiter. Donc merci encore déjà de m'avoir fait visiter Londres. Avec plaisir. J'ai vécu à Londres il y a longtemps, donc c'est encore un peu chez moi. Donc j'en profite à chaque fois que je ramène quelqu'un pour un combat ou quoi, pour faire visiter un peu Londres. Ouais, c'était Euh, sympa. non, c'était trop cool. Et alors, je vais, plutôt que de faire un vlog et un récap et machin et truc, on va faire d'une pierre deux coups. Donc, je vais ouvrir la vidéo en vous racontant un peu les coulisses de cette semaine, de cette Fight Week, pardon, en vous illustrant aussi avec certaines images, des b-rolls, tout ça, pour que vous soyez un peu, que vous compreniez un peu ce qui s'est passé, et que vous compreniez aussi pourquoi notre dernière prédiction en date avec Kabir, c'est-à-dire juste avant le fight, on vous a fait un petit short slash story en disant que nous, on voyait vraiment AJ très rapidement dans le combat gagner par KO. Ça fait partie aussi des événements de la Fight Week, donc ça, je vais vous le raconter. Moi, je suis arrivé le mercredi, Kabir est arrivé le vendredi. Donc Kabir est arrivé à partir du jour des pesées.
Donc voilà, mais là je vais juste vous prendre quelques minutes de votre temps pour vous raconter mercredi, jeudi. Si ça vous intéresse pas du tout et que vous allez direct à l'analyse, vous skippez, c'est pas grave, je le prendrai pas mal. Promis, je me vexerai pas. Vous avez le droit de pas être intéressé par ce que je vais raconter. J'en profite par contre, un immense merci à tout le monde qui a regardé la vidéo sur l'histoire de la boxe et les commentaires qui sont dithyrambiques. Donc merci, ça me touche énormément. Il y a un travail de dingue, donc ça fait plaisir. Si vous l'avez pas encore vue, allez la voir. Vraiment, je vous encourage vraiment à aller la voir parce qu'elle explique beaucoup de choses. Et là, en l'occurrence, avec toute cette histoire d'IBF, de Dubois, de Joshua, et à quel point ce combat était important historiquement, ça raconte aussi tout ça, je pense. Ça vous permet de prendre un peu plus de conscience de ce qui se passe dans le monde de la boxe. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. Honnêtement, les chiffres ont très bien démarré. Les gens sont incroyables en commentaire. Donc, merci à tous et n'hésitez pas à aller la regarder si vous l'avez pas encore vue. Il y en aura d'autres, hein, évidemment. Pardon, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets. Donc, le mercredi, c'était le jour des Open Workouts. Alors, au-delà de l'organisation qui était catastrophique, je vais pas rentrer dans les détails. Ça a pris 2 heures de retard. Enfin, c'était une cata. Mais bon, ça arrive. Hein. C'est des trucs qui arrivent. On gère pas tout comme on voudrait des fois. Il y a des problèmes techniques, machin, tout ça. Donc bon, on n'en veut à personne, mais c'est vrai qu'on est rentré tard, les médias sont rentrés très tard dans les Open Workouts, ce qui fait qu'on a loupé les 2 premiers Open Workouts, ce qui est pas dingue, mais bon, c'est comme ça. On a eu ensuite la chance donc d'assister au workout, notamment de Dubois et de Joshua. Je vais pas trop parler de la sous-carte là tout de suite parce que ça bon voilà, c'est pas ce qui vous intéresse. Joshua a fait comme d'habitude. Il s'est entraîné avec des jeunes de son quartier, avec des jeunes de son ancien club, etc., pour les mettre en avant, pour les faire kiffer en fait, hein, juste tout simplement, voilà, pour être qu'ils soient devant la presse et tout, vraiment faire connaître son ancien entraîneur, tout ça. Enfin, Joshua fait à peu près tout le temps ça depuis pas mal d'années maintenant. Donc pas de surprise là-dessus. Dubois a fait son open workout. L'interview post-entraînement très discrète. Très succincte, comme c'est le faire Dubois. Il parle très peu en interview parce que je pense que d'une, il aime pas ça. De deux, il n'est pas forcément formé pour. Son père l'a formé depuis tout petit à être un excellent boxeur, mais pas forcément à être un gros trash talker ou un orateur hors pair. Hein, voilà. On le sait que c'est pas son fort. À Dubois, il a quelques punchlines de temps en temps et c'est très drôle parce qu'on voit à quel point il est fier de lâcher sa punchline quand il la lâche, parce que ça a l'air d'être un bon gars et voilà. Il est pas là-dedans, donc. Il a répété en boucle I'm ready to go, I'm ready to go. C'était ça le mantra, on va dire, toute la semaine. Et en fait, AJ est rentré en deuxième. Et ça a son importance. Ça a été ça toute la semaine jusqu'à la Fight Night. AJ était considéré comme le champion en fait. Et on vous en avait parlé. Il y avait beaucoup ces trucs de AJ qui disaient ouais, il a mérité son shot Dubois. Sous-entendu, c'est moi le champion, etc. Alors on avait dit nous aussi que ce combat c'était un money fight pour Dubois, mais c'était aussi un combat qui crédibilisait sa ceinture IBF s'il le gagnait. Donc effectivement, c'était quand même un title shot pour Dubois malgré tout. Mais bon, dans les principes, c'était quand même lui le champion et c'était pas AJ. Et en fait, AJ est rentré en deuxième toute la semaine. Toute la semaine, il a fait attendre les gens. Alors c'est pas contre Joshua en particulier, c'est plus contre les promoteurs, les organisateurs, les télés et tout là. Plutôt, voilà, ils ont fait attendre. Joshua arrivait toujours longtemps après, voilà, vraiment longtemps après. Ça, c'est que ça a commencé à l'open workout. Ça a été le cas aussi le lendemain à la conférence de presse. Joshua est arrivé vraiment bien après tout le monde. Il est arrivé, je pense, pas loin de 3/4 d'heure après Dubois. Et en fait, la conférence de presse ne démarrait pas tant que Joshua était pas là. C'est-à-dire, Joshua est arrivé, la conférence de presse a commencé 5 minutes après avoir attendu une plombe entre la conférence de presse de l'undercard et la conférence de presse du main event, sachant que c'était dans un endroit extraordinaire, à Guildhall, qui est le plus vieux bâtiment civique de droit civique du monde. 1411, c'est l'ancien hôtel de ville de Londres. Ça a été aussi une église, ça a été plein de choses. Donc le lieu était magique pour une conférence de presse de ce type. Beaucoup de logos Riyadh Season un peu partout. Et ça, je vais petit à petit, je vais y arriver. On va en parler. Des remerciements très longs pour Riyadh Season, y compris du maire de Londres, dans un endroit qui est un symbole de l'Europe et de la Grande-Bretagne. C'était assez surprenant et je sais que ça a surpris beaucoup de journalistes aussi autour de moi. Bon. Conférence de presse, pareil, pas grand chose à dire sur l'undercard. Il y a eu pour moi, il y a un truc qui s'est passé, c'est que Josh Padley, qui ouvrait la carte contre Mark Chamberlain, qui était le fighter préféré de Turquie, Josh Padley a été très
Très drôle parce que Chamberlain le traitait vraiment comme une merde. Je suis désolé d'utiliser ce terme, mais c'était vraiment ça. Et Josh Padley était vraiment en mode, j'ai jamais eu l'occasion. J'ai fait que des combats dans des toutes petites salles au York Hall, etc. J'ai jamais eu ma chance à un gros combat mondial. T'inquiète pas, mon frère, je suis prêt. Et effectivement, il était prêt puisque Padley a gagné samedi. Ça a été le méga upset de la Oui, soirée parce qu'on parle tellement de Dubois, Joshua et tout. Dubois Joshua, c'est moins un upset que Padley Chamberlain, vraiment. ouais. Padley Chamberlain, pour moi, c'était le méga upset et c'est un super gars, Padley, et je suis trop content pour lui. Et il est retourné au boulot lundi. Enfin, c'est un mec qui est pro, mais qui doit continuer à travailler parce que justement, il faisait que des petits combats dans des petits shows. Voilà, donc ça c'était le petit truc marrant. Ils se sont chauffés, ils se sont poussés après à la pesée et tout, mais Padley était vraiment focus et bravo à lui. Pour la conférence de presse, on a eu quelques moments un peu rigolos où ils se sont mal compris, tout ça. Bon bref, rien d'extraordinaire. Joshua a fini par avouer que effectivement pendant le fameux sparring, Dubois l'avait bien méchamment touché et avait failli mettre KO. Donc il en a parlé, Joshua, en disant mais bon, on n'est pas dans un sparring. Et Dubois derrière a dit mais ça on s'en fout, c'est l'histoire ancienne. Ce sera pas un sparring samedi soir, donc je veux même pas en entendre parler du fait que je l'ai battu en sparring. Nanana. Face-off assez dingue, deux gars hyper intenses, deux monstres physiques. Et en fait pour avoir été vraiment quand ils sont descendus de la bagnole et tout, juste à côté, à ce moment-là, je me suis dit Joshua va gagner ce combat et va le gagner, mais alors facilement, parce que Joshua déjà physiquement est un monstre, Dubois aussi, mais Joshua il y a un truc en plus, je sais pas comment dire, dans son aura. Dubois avait pas l'air à sa place. Il avait l'air un peu paumé, il se trompait de porte et tout. Enfin, il avait l'air un peu désarçonné par ce qui se passait autour de lui, par l'amplitude de l'événement. Et en fait, Joshua avait l'air focus et avait cette aura de tueur froid qui moi me faisait penser que vraiment Joshua allait détruire Dubois, et c'est pour ça que donc le samedi on vous a fait une story juste avant de rentrer dans Wembley en disant bah non, bah Dubois il est foutu le pauvre. En fait on pensait que Joshua allait gagner ce combat par KO, et en fait la Fight Week tout était fait pour que Joshua ait cette aura de tueur invincible et cette aura de champion en fait, tout simplement, et que Dubois soit un peu pénalisé là-dessus, qui soit un peu le mec qui était là pour prouver que Joshua était encore là, quoi. En gros. Ouais. Le vendredi, donc, les pesées à Trafalgar Square. Incroyable, décor fou. Beaucoup de beau monde. Beaucoup de beau monde en backstage, puisque Joseph Parker était là. Un bisou d'ailleurs parce qu'il est beaucoup trop gentil ce mec. Il y a une interview de Joseph Parker sur cette chaîne avec qui ça s'était très bien passé, mais en vrai ça s'est encore mieux passé. Enfin c'est un amour. Il y avait Jarrell Miller, Big Baby Miller, et il y avait surtout Terence Crawford. Il y avait Bud Crawford. Donc j'ai claqué quelques jolies photos que je vous affiche là en même temps. J'ai fait quelques jolies photos de toute cette Fight Week d'ailleurs, je suis très content. Notamment de Terence Crawford. Je pense que j'ai fait ma photo préférée de toute ma vie. C'est une de Terence Crawford que je vous affiche là maintenant tout de suite. Et donc il était là, il avait fait le déplacement. Il était là sur scène et tout pour les peser. C'était cool. Il y a eu quelques échauffourées, notamment Chamberlain et Padley. Chamberlain qui a essayé de s'imposer. Padley qui en avait rien à foutre. Je vous mets aussi les photos et vous regardez le regard de Padley qui est en mode m'en fous, je sais ce que je vaux. C'était très intéressant. Donc moi j'étais dans le quart média tout devant, devant la scène. Donc on voyait pas trop la foule qu'il y avait derrière, mais il y avait du monde à Trafalgar Square. On voyait surtout du coup les combattants, etc. Toi Kabir qui était du coup plus loin pour avoir le deuxième point de vue, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, effectivement, moi j'étais arrivé du coup vendredi pour pouvoir assister à la pesée puis au combat. Et ouais, déjà Trafalgar Square, super spot pour un si bel événement, pour une pesée médiatique. Je l'ai trouvé assez bien organisé, contrairement au début de la Fight Week, comme tu l'expliquais un peu plus tôt. Et puis il y avait vraiment, comme tu disais, beaucoup de monde. Ils ont fait l'effort d'essayer de montrer, de mettre en avant aussi la boxe à l'échelle locale, parce qu'au tout début du show, il y avait un petit club local et une association qui essayait de promouvoir la boxe locale, qui ont fait venir plein d'élèves, une dizaine, une vingtaine d'élèves, pour faire un shadow en public. Puis après, on a aussi eu en cours de soirée un discours d'Eddie Hearn qui a fait un long laïus pour expliquer que justement, pour remercier tous les bénévoles, en fait, tous les coachs qui sont dans des petites localités, qui s'occupent des jeunes et qui leur permettent de pouvoir avoir des perspectives sportives. Donc c'était des mots assez beaux à voir. Et puis en termes de monde, il y avait vraiment beaucoup de monde et il y a eu des réactions assez vives et tout le monde était ultra focus. Et je pense qu'il y avait même des francophones, à ma grande surprise.
D'ailleurs, je tiens à saluer un boxeur qui a été champion de France et qui était juste à côté de moi pendant la pesée par hasard. C'est Eddie Coupe. Donc, champion de France, moins de 91 kilos, qui était partenaire d'entraînement de Joshua Buatsi, qui a fait la pesée et qui a fait du coup le combat du lendemain et qui m'expliquait quelques insights de leur préparation et qui me parlait aussi de sa carrière. Donc, je tiens à le saluer, lui ainsi que son équipe. Et puis, ouais, c'était vraiment du show avec des interviews entre les pesées. On a eu le passage de Joe Parker qui claque le mec cool quoi. Et d'ailleurs, je redirige encore vers les photos que tu avais postées, qu'il a reposté d'ailleurs, où il a un big smile, il est super sympa, il crie, il est en mode super bonne ambiance. C'était vraiment vraiment top. Et puis forcément, plus ça avance, plus ça chauffe. On a aussi le main event. Enfin, le co-main event avec Hamza Shiraz qui commence à enflammer la foule. Il y avait beaucoup d'amis à lui, apparemment, de ce que je comprends, parce que c'était un boxeur londonien, enfin, en tout cas de la région de Londres. Il jetait des t-shirts, des gants, enfin, ça commence à chauffer petit à petit. Et puis, forcément, le main event avec Michael Buffer qui vient, qui lance un Sweet Carolina, qui ensuite annonce les combattants. Et là, c'est vraiment le spectacle. On en a vraiment eu pour nos yeux. C'était vraiment une super cérémonie. Belle ambiance avec beaucoup de monde et ça nous avait déjà mis dans le bain pour l'événement du lendemain et puis c'était vraiment vraiment top. Donc, accessible à tout le monde, entrée gratuite, ouais, devant la National Gallery. Enfin, vraiment, c'était vraiment belle ambiance à chanter, etc. Enfin, en fait, ce qu'on veut voir des pesées qui sont en plein air. Et ça, pour le coup, Riyadh Season le fait bien parce que même à Riyadh pour Ring of Fire, c'était bien fait. Celle à Los Angeles, pareil. Enfin, ils ont compris qu'il fallait pas le mettre dans un endroit fermé, à l'abri des regards presque. C'est bien de le mettre dans un lieu symbolique d'une ville et de dire bah venez, vous aimez pas la boxe, venez quand même. Ils distribuaient des prospectus avec un QR code pour acheter le pay-per-view. Ah bah tiens, voilà. Ils distribuaient des prospectus. Enfin, il y avait vraiment, il y avait des pubs partout dans la rue. Pareil, je vous affiche tout ça en b-roll. Il y avait, enfin, c'était vraiment, on sentait que c'était un événement qui était en train d'arriver. Et effectivement, je sais que moi, avant la pesée, enfin, j'étais très focus boulot, les photos, on crée du contenu, on note. Enfin bref, j'étais très focus sur la partie taf. Et en fait, le jour de la pesée, ça a commencé un peu à monter, à me dire, ok, là, je vais kiffer demain, parce qu'il y a ça aussi, c'est que c'est un boulot, mais bon, c'est le bonheur absolu de c'est une participer passion. à des événements comme ça. Mais quand on est focus boulot, c'est vrai qu'on n'a pas peut-être pas le recul de se dire, putain, c'est ouf ce qui est en train de se passer, il me tarde le combat et tout. Et donc le samedi est arrivé. Et effectivement, le samedi, on est arrivé assez tôt à Wembley parce il y avait un événement au Box Park juste à côté de Wembley qui était organisé par Gold Star Promotion avec Fury, Usyk, Amir Khan, Joe Calzaghe. Enfin, il y avait plein de monde. Donc, on a passé une tête vite fait justement les médias pour prendre quelques photos, tout ça. Et après donc le combat, enfin la Fight Night du moins qui a commencé tôt, qui a commencé à 16h15 à peu près Oui, avec un rythme incroyable. Ça s'est enchaîné. Donc, il y a eu le premier combat avec nickel. Padley, tout ça. Ça s'est enchaîné de dingue. Wembley, les médias sont particulièrement bien reçus par rapport à d'autres événements que j'ai pu faire et d'autres événements qu'on m'a racontés. Je pense notamment au combat en Pologne qu'avait fait Usyk contre Dubois, justement. Apparemment, au niveau de l'organisation pour les médias, ça avait été très compliqué. Les médias s'étaient retrouvés en fait tout en haut du stade, dans une press room. Donc, ils n'avaient même pas accès au stade. Ils regardaient le combat à la télé. Donc, l'intérêt de se déplacer, d'engendrer des frais pour la boîte, etc., ou pour le journaliste indépendant, pour être sur place et enfin c'est bizarre, voilà. Là, Wembley, t'es bien reçu, t'es dans une tribune presse, il y a un buffet, il y a de la bouffe, il y a à boire. Enfin, il y a pas d'alcool, mais il y a à boire, il y a du café, il y a des trucs comme ça. La bouffe, pareil, le buffet change sans arrêt. T'as des tables pour poser ton ordi, pour poser ton appareil photo, ton carnet si tu prends des notes, tout ça. Chaque table a son écran pour que tu puisses quand même voir, parce que dans un stade comme Wembley, vous imaginez bien que si on n'est pas au premier rang ringside, on voit pas très bien. Mais c'est pas pour ça qu'on va voir des événements, puisque de toute façon, n'importe quel sport que vous regardez, vous savez très bien que vous verrez mieux à la télé que ce que vous voyez depuis le stade ou depuis la salle de boxe ou peu importe. On y va pour l'ambiance, on y va pour tout ce qu'il y a autour, évidemment. Donc Wembley, show de dingue. Pas loin de 100 000 personnes, au final 98 181, je crois, quelque chose comme ça. Un show de dingue, des feux d'artifice dans tous les sens, des entrées mythiques d'un côté comme de l'autre. Joshua qui rentre en second encore. Comme Joshua s'est pesé en second, enfin bon voilà, je répète pas, mais vous avez compris l'idée. Joshua, d'ailleurs, et là on va arriver après à l'analyse du combat, mais j'en profite parce que j'ai entendu beaucoup de journalistes en parler autour de moi et j'ai pas trop vu de trucs passer sur Twitter, tout ça et tout. Donc je vais évoquer le sujet. Joshua est arrivé très tard au stade, vraiment très tard. C'est-à-dire il est arrivé
après le co-main event, juste avant que Liam Gallagher chante. Donc il est arrivé, en fait, entre le moment où Joshua rentre dans Wembley et le moment où il commence le combat, enfin où il commence son ring walk, il y a à peine 3/4 d'heure. Ce qui fait pas beaucoup pour se changer, mettre les bandes, mettre les gants, s'échauffer, etc. et se mettre dans la zone, c'est pas énorme, honnêtement. Et c'est vrai que Joshua est arrivé à la bourre toute la semaine. Et là, Ben Davidson, il y a eu la conférence de presse après le combat. Et il y a un journaliste justement qui demande, qui dit est-ce que il arrive tard, est-ce que c'est normal, est-ce que ça n'a pas joué sur la performance et tout. Et Ben Davidson disait en fait il a pris du retard, et ensuite une fois qu'il avait pris du retard, il y avait du trafic, puisque effectivement les gens venaient à Wembley parce que c'était une heure à la con un samedi à Londres, enfin, et qu'il y a tout le temps des embouteillages dans les alentours de Londres. Et donc, il y a eu en plus derrière le trafic, donc il est arrivé plus tard que ce qu'il avait prévu, même en étant en retard. Enfin, je sais pas si vous voyez. Donc, ça aurait pu le perturber. Mais après, Davidson a bien dit, il a dit par contre, on était ultra bien préparé, on avait un game plan, no excuses. Enfin, c'est pas il y a pas d'excuse, c'est pas une excuse. Factuellement, effectivement, il est arrivé beaucoup plus tard que ce que j'aurais aimé, mais voilà. Alors que Dubois est arrivé 2h30 avant le début du main event. Ça vous donne voilà, il y a 1h45 de plus de préparation. Voilà. Ce qui est la moindre des choses pour avoir suivi des combattants dans les vestiaires dans le cadre de documentaires, etc. Les mecs, des fois, ils sont là 3-4 heures avant. Justement pour s'échauffer, pour s'entraîner, mettre les bandes. Enfin, il y a tout un cérémonial en fait qui est vachement plus long que ce qu'on imagine. Et là, effectivement, c'était un peu particulier, donc j'en parle. Évidemment, parterre de stars incroyable. McGregor, Fury, Crawford, Haney, Ben. Enfin, ils étaient tous là. C'était un truc de dingue. Et ils ont été filmés. Chisora. Je pense que de tous ceux qui ont été filmés et qui sont passés dans l'écran géant, je pense que Chisora, pour moi, c'est celui où il y a eu les réactions les plus dingues. Les gens ont vraiment applaudi, ont chanté. Pour moi, Chisora, ça a été le mec qui a reçu le meilleur accueil, même plus que McGregor, plus que Fury, plus que Usyk. Enfin, pour moi, c'est vraiment celui qui a créé le plus de réactions. C'est vraiment le fan favorite, Chisora, c'est trop marrant. Voilà, et je parle d'un dernier petit truc politique avant de rentrer, enfin qui fait polémique en plus, qui fait vraiment polémique vu la réaction de Warren et de Hearn aujourd'hui en conférence de presse pour Better BF Bivol. L'hymne national saoudien, qui a résonné donc avant le main event et avant l'hymne britannique dans Wembley, avec le stade qui s'est allumé en vert. En fait, ils avaient donné des petits bracelets aux gens à l'entrée, Kabir qui illustre à chaque fois magnifiquement, qui s'illuminaient en fonction du moment. Enfin, c'est pas vous qui choisissiez, c'est-à-dire ils lançaient un signal au bracelet. Ça se fait de plus en plus ça en concert aussi, et donc ça s'allumait, et donc ça s'est allumé en vert au moment de l'hymne de l'Arabie Saoudite. Au moment de l'hymne britannique, c'était bleu, rouge et blanc. Au moment de l'entrée de Dubois, c'était rouge. De Joshua, c'était bleu. Au moment de Sweet Caroline, c'était violet. Enfin, en fait, et ça crée, c'est vrai, une ambiance de dingue. C'était très très beau. Pareil, je vous mets des images. Et donc l'hymne saoudien qui a créé pas mal de remue-ménage, puisqu'il y a eu notamment, je pense que quasi la moitié du stade a hué juste à la fin de l'hymne pour montrer le mécontentement. Et je sais que même les journalistes autour de moi étaient un peu en mode tous circonspects parce qu'on n'avait pas été prévenus qu'il allait avoir l'hymne saoudien, effectivement. Voilà. Alors il y a deux trucs. C'est eux qui payent. Donc, puisque c'est eux là, ils ont mis un chèque énorme pour faire cet événement à Wembley. C'est eux qui payent. Donc en fait, à partir du moment où les promoteurs ont accepté d'appeler leur événement Riyadh Season Wembley Edition, Joshua versus Dubois, donc quand même le nom des combattants arrive en troisième. À partir du moment où on a accepté ça, l'hymne ça change pas grand chose. Enfin, je veux dire, moi, enfin, mon opinion importe peu d'ailleurs, donc je la donnerai même pas. Mais enfin, je veux dire, ils ont payé en fait. Donc, c'est les promoteurs qui ont accepté l'hymne. C'était surprenant parce qu'on n'était pas au courant et qu'effectivement, c'est un combat entre deux Britanniques pour un combat de championnat du monde. Personne s'y attendait. Hein, donc voilà, donc l'hymne britannique, on s'y attendait. On s'attendait pas à l'hymne saoudien. En même temps, encore une fois, Turquie a jamais caché que le but de la Riyadh Season, c'était de faire connaître Riyad et l'Arabie Saoudite, et de développer la partie touristique de l'Arabie Saoudite. Donc je veux dire, toute la soirée, il y a eu des pubs pour l'Arabie Saoudite dans le stade. Il y a eu des concours en fait, un concours, voilà. De gagner Un concours qui permettait de pour gagner aller voir la revanche de Fury. Oui, pour aller voir Fury Usyk, effectivement. D'aller voir, visiter, faire des passer une semaine, je crois, c'était un séjour pour 5 d'une semaine en Arabie Saoudite et tout, avec des activités et avec le fight Fury Usyk en VIP. Puis même devant Wembley, il y avait des stands qui parlaient de l'Arabie Saoudite. Il y avait des pubs dans Londres de l'Arabie Saoudite partout. Quand tu rentres, ils te donnaient aussi un catalogue avec les activités à faire en Arabie Saoudite en plus de ce petit papier là, ouais. Ah putain, je savais pas ça. Quand tu rentrais, ils te donnaient un catalogue d'une 30aine de pages, un vrai pavé avec. Ah ouais, ok.
Et en parallèle de ça, et quand tu scannes ça, par exemple, tu avais l'occasion de pouvoir, si tu pronostiquais si tu avais le bon prono pour le combat, Oui. en gros, round gagnant, round et manière, tu pouvais gagner un séjour aussi. Enfin, il y Ouais, avait ouais, plein ouais, c'est de. ça, ils avaient mis plein de trucs. Donc effectivement, enfin là, Warren et Hearn, il y a eu quand même des gens qui ont gueulé. Il y a notamment eu un gros article qui a fait du bruit, écrit par un Britannique qui a été banni des événements parce que je crois qu'il avait déjà ouvert sa gueule sur l'Arabie Saoudite. Je sais même pas en fait ce qui s'est passé. Parce que là c'est de la politique et j'essaye de m'en tenir loin dans ces cas-là, dans le cadre du sport du moins. Et en fait, il était banni, lui, il a plus le droit d'assister aux événements de Riyadh Season, même en Angleterre, alors qu'il est journaliste britannique. Et donc effectivement, il a eu enfin, il a fait un article assez assassin sur ce qui se passait, sur le fait que enfin que l'Arabie Saoudite essayait de prendre le pouvoir, etc. Encore une fois, enfin, je veux dire, je pense que personne n'est dupe de ce qui se passe. On sait très bien que l'Arabie Saoudite, pour l'instant, ça tient son argent du pétrole. Ils savent que le pétrole, bah, c'est une énergie fossile et que c'est voué à disparaître. Donc, ils savent très bien qu'il faut qu'ils trouvent un autre moyen d'investir leur fric et d'en ramener. Le tourisme, c'est une des manières. Donc, ils créent des infrastructures. C'est pas que c'est pas que la boxe déjà. Il y a aussi le foot, il y a le tennis, il y a le billard, il y a les fléchettes. En fait, ils essayent de taper partout. Ils essayent aussi de construire des infrastructures. Je pense notamment au parc à thème, parc d'attractions à thème Dragon Ball qui sont en train de construire là-bas. Enfin, The Line, pour ceux qui connaissent pas, vous regardez The Line en Arabie Saoudite. Enfin, il y a plein de trucs. Et en fait, on le sait très bien que c'est pour compenser le fait que bah, bientôt ce sera mort le pétrole et qu'ils essayent ils ont créé ce fonds d'investissement pour investir dans le tourisme et dans l'entertainment en fait. Et la boxe est le business qui en bénéficie le plus parce que Turquie, qui a un peu les clés, j'allais dire les clés du royaume, enfin pas du royaume, mais vous avez compris, est fan de boxe. Donc c'est là où il a investi en premier. Vous avez vu la Riyadh Season Noche Edition, tout ça, enfin voilà. Enfin UFC Noche Riyadh Season, enfin je sais peu dans quel ordre. Enfin vous avez compris. Donc bon, il fallait que j'en parle parce que voilà, Eddie Hearn et Frank Warren ont pété un câble aujourd'hui en conférence de presse pendant 20 minutes en expliquant que les gens qui s'en plaignaient c'était des tocards. Warren il était à deux doigts de hurler carrément en disant que les fans de boxe étaient juste contents. Moi, je suis d'accord là-dessus. Que si on s'intéresse pas, si on fouille pas, en fait, on est juste content d'avoir les combats qu'on veut avoir. Point. Voilà. Et nous, pour l'instant, on va en rester là. On va juste dire que nous, on est content de voir les combats qu'on a envie de voir. Maintenant, la méthode. En plus, nous, on n'a pas de pouvoir sur ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les promoteurs, le maire de Londres, etc., tout le monde rentre dans le jeu de la Riyadh Season, bon, bah, nous, on a juste à se laisser porter et à Exactement. kiffer les fights. Point. Fin de l'histoire. En plus, pour le coup, Turquie qui veut baisser, alors nous, ça ne nous concerne pas, mais qui veut baisser le prix des pay-per-view, enfin, qui a baissé le prix des pay-per-view en Angleterre, aux États-Unis et tout, c'est vrai que d'un point de vue purement terre à terre et tu dis bah moi je suis fan de boxe, ça me coûte moins d'oseille maintenant de regarder les combats et j'ai des plus beaux combats qu'avant. Avant ça me coûtait 80$ pour voir un combat à la con, maintenant ça m'en coûte 20 pour voir une super carte. Bon, là-dessus bravo pour le coup à la Riyadh Season et c'est ce qu'on avait dit, on n'est pas convaincu partout. Par contre, à la fin, les résultats sont là et effectivement, l'hymne national, c'est surtout que ça a été surprenant. Voilà, c'était Ouais. surtout la surprise plus que le message politique, plus que tout ça, parce que bon, enfin, encore une fois, nous, on est personne pour parler de ça. C'est trop compliqué à nous, à notre petite échelle. Nous, on est juste des fans de boxe. On va pas commencer à parler de géopolitique et de la politique au Moyen-Orient. Enfin, c'est pas notre taf. On s'en fout. Puis bon, on s'en fout. Enfin, fondamentalement. Mais c'était juste surprenant et comme beaucoup de monde en a parlé sur les réseaux, sur machin et tout, je voulais juste donner l'opinion qu'on avait eue et le point de vue depuis le stade en fait. Ouais, C'était c'était surtout ça. surprenant en fait. C'est surtout que bah, dans les events de boxe, c'est pas comme ça. Peu importe où tu le fais, tu mets l'hymne des deux protagonistes du combat, c'est tout. En fait, Ben ouais, c'est on pour va ça pas on chercher, est tous un peu bon, on a sans tous un peu chercher trop bugué. politique ou quoi. C'est juste que dans les us et Oui, coutumes de la boxe anglaise, on fait pas ça. Et en oui non fait, c'est ça voilà. le fait qu'il se soit entre guillemets permis de sortir des clous, ça souligne aussi le fait que bah, du fait qu'ils aient de l'argent, ils se permettent peut-être Oui, de faire des choses qu'ils sont pas censés faire, ou en tout cas qui sont pas habituelles. Après, non. le jugement positif, négatif, ça, encore une fois, effectivement, c'est pas notre rôle. Non, non, non. On kiffe Et la puis il n'y a même pas bagarre. besoin de rentrer là-dedans. Enfin, Ouais, ça bon, sert à rien, chacun se fait son avis là-dessus, mais c'est juste qu'en exactement. gros, ça a fait débat parce que c'est pas commun de faire ça. Non, voilà, Tu c'est pas commun. T'as Après, beau jamais organiser un événement, lorsqu'il y a un combat entre deux protagonistes, on met l'hymne des deux protagonistes. Là, en l'occurrence, c'était deux Britanniques, on oui. met l'hymne de la Grande-Bretagne. Et surtout que c'était pas à Riyad, parce qu'effectivement, Ring of Fire, c'était à Riyad, il y avait eu l'hymne Ça aurait saoudien, pu, ouais. j'étais pas tombé de mon siège. Enfin, je veux dire, Oui, oui, je non, m'y il n'y a attends, pas de enfin là, je m'y sujet, mais là, on attendais. est en Angleterre, donc C'est bon, ça. enfin, Mais après, Grande-Bretagne. voilà, ils ont mis l'oseille, et quand tu mets l'oseille, tu fais ce que tu veux à la fin, parce que effectivement, là, on parle de la Riyadh Season, et on pourrait vous faire une vidéo
vidéo entière sur le fait que ce qu'est en train de faire Riyad, c'est pas nouveau. On en connaît qui l'ont fait. Je veux dire, Las Vegas a exactement fait ça à une époque. New York a fait ça à une époque. Même alors ils l'ont fait que sur un combat, mais je pense au Zaïre avec Rumble in the Jungle, qui en plus à l'époque le Zaïre c'était une dictature, etc. Enfin, je veux dire, Philippines aussi, voilà, les Manila Philippines, aussi, pareil, il y a même eu. voilà, les Philippines. Enfin, il y a des trucs à dire. Je veux dire, Riyad débarque pas en. Enfin, il révolutionne le game d'un côté parce qu'effectivement ils font des cartes de dingue et machin et tout, mais c'est pas nouveau ce truc de s'exporter. C'est pas nouveau qu'un pays essaye de mettre de l'oseille pour asseoir un truc politique sur des événements sportifs et surtout sur la boxe. Il Ouais. y a rien de nouveau et c'est pour ça qu'aussi nous qui suivons la boxe depuis longtemps et qui aimons ça et qui aimons l'histoire de la boxe, c'est pas un truc qui va nous faire non plus tomber de nos sièges parce qu'on sait comment ça fonctionne. Ouais. Là c'est Riyad et s'il faut dans 20, enfin c'est l'Arabie Saoudite et dans 20 ans ce sera peut-être autre chose. Enfin j'en sais rien. C'est ça. Enfin, voilà. Donc pour l'instant, enfin c'était juste pour exprimer le fait que bon, effectivement il y a des gens qui ont été surpris. Moi je suis, enfin on n'est pas britannique avec Kabir, donc on peut pas le prendre pour nous. C'est-à-dire, nous, on était dans le stade, on était en Angleterre, on était content d'être à Londres, mais on n'est pas britannique. Donc, le fait que l'hymne résonne, que ça fasse réagir des Britanniques, ça, c'est leur problème. Mais nous, effectivement, c'est bon. Nous, on n'avait pas à réagir et on n'a pas donné notre avis là-dessus, puisque nous, enfin, ça aurait été en France, on aurait pu ouvrir notre gueule, mais là, c'est pas le cas. Hmm. Donc, on va passer de suite à la sous-carte. On va aller assez vite sur la sous-carte, Oui. parce que ça fait déjà une demi-heure que je jacte là. On va aller assez vite. Donc Padley contre Chamberlain, très mauvaise prestation de Chamberlain, très bonne prestation de Padley. Trop content pour Padley. Trop content pour Padley. Combat, déjà, comme tu l'as dit hein, dans la Fight Week, ils ont vraiment fait le show. Et on a vu, hein, ils se sont chauffés l'un et l'autre, mais on sait que c'était purement pour du spectacle. Et comme tu disais, Padley qui était l'underdog, mais qui était un peu en mode Rocky Balboa, quoi. Bah, j'aurais jamais cette chance-là. Et il faut que j'aille à la guerre, faut que je te tue. Et il a fait le taf. Il a Chamberlain, mis un down, hein. Il a mis un down. mis un down au 8 et au 9e, il a eu une déduction de points. Donc là, fin de combat, on s'est dit ça va être chaud pour Chamberlain. Ouais. On a Il avait que le peut-être KO. Il avait un peu accéléré sur le 10. Mais après, pas de il lui restait que le KO. ouais, c'est pas passé pour Chamberlain. Il a loupé la marche alors que c'est le chouchou de Turquie. À voir pour lui la suite. Padley, on en parlait, hein, c'est doux amer parce que bah, c'est assez triste parce que directement à l'interview post-fight, on lui dit bah ouais, ben c'est quoi la suite pour toi? Je sais que lundi tu repars au taf et tout. Et en fait, quand on est rentré à l'hôtel, on se dit c'est tellement triste. Le mec, il a boxé à Wembley le samedi, le lundi, il y a son chef qui va lui dire bon bah écoute, bah c'était bien ton match là, allez, va faire. Par contre, c'était bien ton match, mais t'as 10 minutes de retard. Merci. Ouais, c'est ça. Voilà, ce sera déduit de ta paye. Ouais. Donc voilà, on lui souhaite en tout cas qu'il ait d'autres opportunités parce que de toute façon, il a la place pour. Bah après, c'est la catégorie des légers, hein, il y a que des tueurs, mais bon. Mais je pense que battre Chamberlain, ça te met sur une dynamique qui est quand même sur une carte comme ça, qui est quand même une carte qui va rester dans un événement qui est quand même. Alors, il n'y avait pas 98 000 personnes pour voir Josh Padley contre Chamberlain, évidemment, mais bon, c'est pas grave. Il y a quand même, t'as quand même combattu à Wembley. Voilà, voilà. T'étais quand même sur une carte de dingue. Oui, et super prestation. Et bon, sans rentrer dans l'analyse technique, en gros, il a fait le job plus petit. Il a réussi à rapidement imposer la pression, mettre beaucoup de volume. Et Chamberlain, c'est vrai que il a fait un combat étonnamment décevant. Va savoir. Il passait complètement à côté de son fight pour moi. Il n'était pas dans le truc. Il n'était pas dans le truc et donc sans surprise. Scoring largement en faveur de Padley et à raison. Enfin, rien à dire. C'est pas un vol. Ensuite, on avait Josh Kelly qui combattait contre Ishmael Davis. Ouais. Bah alors, on aurait préféré voir le combat contre Liam Smith. Hein, ça aurait été un sacré banger. Mais alors là, Kelly, en fait, il a tout fait, pas pour gagner le combat, mais pour pas le perdre. Tout à fait. Et c'est ça. Après, on pardonne. Moi, je l'ai dit, c'est le seul combat qui m'a déçu cette soirée-là. Parce c'était un combat où en fait il a essayé de se préserver au maximum. On rappelle le contexte. À la base, il devait combattre contre Liam Smith qui s'est blessé. Donc Ishmael Davis, qui est dans la catégorie du dessus chez les middle, a pris le combat au pied levé 5 jours avant. Ouais, c'est ça. Ouais, à la fois pour Ishmael qui prend le combat un peu à la dernière minute, pour Josh qui a préparé le combat contre Liam Smith et qui se retrouve avec un changement d'adversaire. Être dans une autre KT, ça rechamboule toute ta partie cutting, ta prépa, ton game plan. Je lui donne, je laisse passer pour cette raison, mais le combat qu'il a fait, il a gagné sans trop de difficultés dans le sens où, comme tu as dit, il s'est préservé, il a tourné très 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 peu de volume. J'étais à côté d'un Ukrainien,
un fan de boxe ukrainien et je l'entendais bâiller quoi carrément. C'est pour te dire. Un combat était long. Donc, Même dans la tribune de presse, je crois que tout le monde a un peu premier round, deuxième round, troisième, quatrième round, ouais, tout le monde mais c'est était ça. au buffet ou au café quoi. Hein. Exactement, au Je vais pas quatrième te round, mentir. si vous vouliez aller aux toilettes ou vous prendre un donut ou quoi, c'était le moment parce Il que y avait un peu de ça. il y avait vraiment pas d'action. Combat oubliable. On lui souhaite le meilleur pour la suite parce que c'est un très bon combattant. Et le truc, c'est que Bah oui, bon là, évidemment. on va dire, il y a eu plein d'événements. Enfin, le cancel de Liam Smith a fait que, on va dire, il a pas pu s'exprimer comme il fallait. Mais je vous On avoue va faire que rebooker le fight contre Liam Smith et on n'en parle plus. ouais, c'est ça, Voilà, c'est faisons-le. pas Et plus compliqué que puis ça parce que ça c'est un banger vraiment. oui, oui. Donc faut le rebooker sur une quatrième season. C'est pas un co-main, c'est pas un main, mais un combat bien placé dans l'undercard et on n'en parle plus. Ensuite, on avait Joshua Buatsi contre Willie Hutchinson, je crois, non? Kakachi, je pense. Ah non, c'était Kakachi avant. Ouais. Ouais, c'était Kakachi contre Warrington avant, effectivement. Donc, ceinture IBO en jeu, mais pas la ceinture IBF. Mais si Kakachi avait perdu, il aurait perdu sa ceinture IBF. Bon, bla 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 La bla. vidéo sur la boxe pour que vous La compreniez. vidéo sur l'histoire de la boxe est là, hein, si jamais il y a besoin. Voilà. Alors, la banger, par contre. Ouais, Sacré fight. banger, de bout en bout. Sacré Et fight. les deux, ils ont tout donné, même si Kakachi il a été au-dessus pendant tout le Ah, il est combat. trop En fort. gros. Mais Kakachi, il est en train d'arriver. En fait, il a une renaissance là. Il est en train d'arriver à son vrai prime à 35 ou 36 piges. Là, il est en train d'arriver à son vrai prime. Il a battu Cordina quand même avec la manière. Il a mis KO Cordina sur Ring of Fire. Donc, qui était quand même le combat du siècle, hein, Ring of Fire, donc une carte qui a une importance historique significative. Là, il combat contre Josh Warrington, qui est quand même une légende de la boxe en Angleterre. Il le bat à Wembley sur une carte pareil qui est historique. Enfin, Kakachi, et puis il le bat avec pareil, il le bat. Et prestation de dingue de Kakachi. ouais, clairement et franchement, comment dire, Warrington, il a pas démérité, il a vraiment fait de son mieux, mais il avait un Kakachi qui était physiquement bien au-dessus. Enfin, t'as l'impression, déjà quand tu les voyais boxer, t'avais l'impression qu'ils étaient pas dans la même Ah ouais, caté. non, ouais, On en parlait du fait, et en prévu, ça paraissait surprenant quand vous le disiez. On vous disait, Kakachi, il est plus âgé, mais on dirait qu'il est mais un c'est son prime. quoi. Il est Parce trop que bien. Warrington, il avait aussi une certaine rouille, entre guillemets, des combats. Il a enchaîné 2 défaites, dont une dernière par arrêt. Enfin, donc voilà, c'était un peu. On savait qu'il n'était pas sur la meilleure pente et on le disait en fait. Là, c'était plus un combat pour mettre en avant Kakachi. Et ils ont mis justement ce qu'on se disait, c'était pour parler de Warrington, on disait que c'était un combattant dur qui certes avait perdu ses 2 combats, mais qui allait filer du fil à retordre à Kakachi. C'était le cas, mais il a été nettement au-dessus, notamment en grosse domination physique, grosse pression. Et c'était impressionnant le travail en combinaison et surtout à très courte distance. J'ai kiffé et de bout en bout, ça c'était vraiment un show. Et j'avais la chance d'avoir des fans de Kakachi sur le côté, enfin à côté de moi qui étaient à fond. Et en fait, il a réveillé la salle honnêtement, parce que ça démarrait un peu doucement en termes d'affluence. Là, quand Kakachi boxe, il est à peu près 17h30, 18h30. Donc voilà, il est quand même assez tôt, mais là, c'est vraiment lui qui a réveillé la salle avec un combat qu'il a rondement mené et qu'il a gagné sans trop de difficulté. Donc, vivement la suite pour lui. Il a beaucoup de place dans la catégorie des super plumes. Bah maintenant, pour lui, c'est des unifications. Hein. Ouais, c'est ça. Il a pas le temps de faire autre chose, donc maintenant, il faut qu'il unifie. Totalement. Donc là, il a la place pour faire un beau parcours et bah, là, il a encore 2 ou 3 belles années. Je suis très pressé de le voir. Pareil, Diapachi, Kakachi. Je vous mets quelques photos aussi parce qu'ils étaient très marrants tous les deux. Il y avait une bonne ambiance entre eux, c'était marrant. Ils étaient contents de partir à la guerre ensemble, donc je vous mets des photos, notamment des conférences de presse et tout. On passe donc là à Joshua Buatsi contre Willie Hutchinson pour la ceinture intérimaire WBO chez les lourds légers. Donc du coup, ça garantit plus ou moins un title shot pour le vainqueur du combat du 12 octobre, Beterbiev Bivol. Du coup, ça te garantit pas un title shot, mais au moins tu deviens mandatory pour un des deux. C'est mandatory, c'est ça. Après, il est au moins mandatory. Après les ouais. rematchs, les paris-matchs, les trucs, les machins, l'IBF, la W. Bon, bref, voilà. Mais au moins, t'as un mandatory, donc tu peux potentiellement, s'il y a une retraite, si je sais pas quoi, si truc, enfin, vous avez commencé à comprendre, hein, vous avez vu avec Daniel Dubois qui était mandatory IBF. Combat, Buatsi était favori parce que Hutchinson a quand même pas la carrière et les pédigrés de Buatsi. On le sait, Buatsi c'est médaille de bronze aux Jeux Olympiques, etc. Enfin, ils ont pas le même parcours. Hutchinson avait surtout explosé lors de son dernier combat au 5 vs 5 Queensberry Matchroom, où il avait explosé sur le devant de la scène parce qu'il avait vraiment gagné un combat qu'il n'était pas censé gagner. Et donc
là, il y avait un peu plus de respect sur le nom de Hutchinson. Les gens étaient un peu plus en mode peut-être que Hutchinson peut aller chercher Boatsy, mais Boatsy était quand même favori. De même, on vous le disait en preview, clairement, c'était pas du tout un combat. Enfin, non. c'était un combat, quand tu regardes sur le papier, tu te dis bon, 18-0, 18. Bon, c'est Ouais, à peu ouais. près les mêmes palmarès, mais en fait, C'est pas la même, pas la même c'était pas le même adversité. pédigré en termes d'adversité. Et donc, Boatsy, grand favori. Et comme je vous disais, j'ai eu la chance de discuter avec un de ses partenaires d'entraînement qui l'a aidé dans sa prépa. Il m'a dit que déjà, Seiji Coupe, il boxait en moins de 91. Et là, c'était un combat en moins de 79. Donc, la caté d'en dessous. Et il disait que physiquement, c'était difficile. Et on l'a vu, parce que Boatsy, il a dominé en termes de puissance de frappe, en termes de. En fait, il a usé. Et jusqu'à avoir la décision. D'ailleurs, décision Ouais, partagée, sans savoir pourquoi. chelou. Je crois qu'on s'était envoyé des messages à ce moment-là. Ouais, Je crois que le chelou. juge, il était. Bon, je sais pas ce qu'il Le avait. juge, il était soit aveugle, soit bourré, soit les deux, je sais pas, mais Ouais. il faut regarder les combats par contre. Enfin, c'est pas possible. Il y a un Non, juge, il a vraiment c'est. scoré largement en faveur de Chinson. Bref. Bon, Mais bref. Le principal, c'est que le bon gars a gagné à la fin, comme d'hab. oui, C'est c'est le ça. seul truc qui compte. Donc, c'est Boatsy qui a gagné en faisant un combat dominé de la tête et des épaules. Très beau combat de Joshua Buatsi qui devient donc champion intérimaire WBO et qui se positionne dans la course au vainqueur du Four Crown Showdown qui aura lieu donc le 12 octobre à Riyad. Co-main event, y a pas un milliard de trucs à dire. Hamza Shiraz contre Tyler Denny. On savait, on vous l'avait dit. Ça me rend triste parce que c'est le co-main event d'un événement de dingue. Je comprends toujours pas pourquoi c'était le co-main event. On C'était savait pour qu'Hamza mettre. Shiraz était à des années-lumière, sans manquer de respect, avec Tyler Dennis. On savait que c'était pas du tout le même type de combattant, la même classe de combattant. On le savait malheureusement. On savait que c'était un combat pour faire briller Hamza Shiraz, qui est très mis en avant par la Riyadh Season et par Queensberry Promotion. Donc on savait, mais malheureusement ça s'est fini, comme on l'avait dit, KO deuxième. Ouais. Rien à dire. Et dès le début, en fait. Il Enfin, prend un dès le down sur le début. premier coup. Ouais, Voilà. c'est ça. Dès Il le prend un début. coup à travers les gants, il tombe. Ouais, D'accord. et tu te dis, ah ouais, c'est pas les mêmes combattants. T'as Ouais, l'impression désolé pour Tyler de. Dennis parce que je pense Ouais. vraiment pas que ce soit un mauvais combattant, vraiment pas. T'en arrives pas là où il en est avec un palmarès comme ça et tout si t'es pas bon. Oui. Mais en fait c'est juste que c'est pas la même ligue. Hamza Shiraz trop grand, trop physique, il doit cutter je sais pas combien de kilos parce qu'il a vraiment pas un physique de moyen. Enfin ouais, je sais pas. Moi je l'ai croisé, Hamza Shiraz, il fait ma taille, où il est même peut-être plus grand que moi. Je fais 1m83, il combat en moyen. C'est bref, donc C'est ouf, hein. combat combat On vous l'avait dit, oubliable. hein, on le voyait pas en co-main parce Non. que surtout quand tu vois que t'as des combats en jeux mondiaux, donc Surtout que t'as Kakashi t'as une ceinture, Warrington, t'as Buatsi Hutchinson, c'est quand même des combats au-dessus quoi. t'as une ceinture, t'as une IBO, t'as une IBO World, t'as une WBO intérim, ouais, mais World aussi. Là, c'est pour une ceinture Commonwealth européenne, WBC Ouais. Silver. Tu dis, mais pourquoi? Mais après, on se rappelle, voilà, on rappelle, hein, Hamza Shiraz, c'était lui le champion lors du fight Queensberry, enfin, lors du 5 versus 5 Queensberry versus Matchroom. Donc, on sait que c'est un combattant qui est clairement mis en avant par son écurie. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils se sont dit, on va le mettre en co-main pour lui donner de la légitimité chez les poids moyens parce qu'il a la place d'être en poids moyen. Et tu l'as justement dit. En fait, c'est un combattant qui cut beaucoup. Et donc, en fait, directement après son combat, ils lui ont dit, bon, tout est tracé quoi. Là, tu vas prendre une ceinture chez les moyens et puis monter chez les super moyens. Je crois même qu'ils lui ont parlé de Canelo, je suis pas sûr, mais Oui, je crois. il lui reste 2 combats chez les moyens histoire de prendre des ceintures et puis après Bah il passe ouais, chez les super à moyens, on n'en mon parle avis, là, plus. c'est ça. Le prochain, il prend une ceinture chez les C'est moyens et sûr. sachant qu'on vous le dit, hein, il est à la place chez les moyens, clairement. C'est un peu Il a vraiment bloqué. la place, il est au-dessus de tout le monde chez les moyens. Mais c'est un peu bloqué parce que t'as Lara qui a boxé récemment, Charlot qui boxe jamais, mais après, voilà, t'as encore un peu de place en bas, quoi. Mais Il faut voir y a tout ce qu'il faut honnêtement pour ça. Ensuite, prestation de Liam Gallagher dans le stade. Alors c'est marrant parce que tous les gens qui l'ont vu à la télé, je les ai vus défoncer la presta en disant que c'était catastrophique, qu'il a chanté faux tout le long et tout. Dans le stade, c'est pas ce que la sensation que ça m'a fait. Je sais pas si c'était un problème de réglage de son et tout parce que des fois les performances live, vous savez, ça rend pas très bien à la télé. Moi, en fait, les gens chantaient tellement fort que j'entendais même pas Liam Gallagher chanter. Donc ça se trouve, il chantait vraiment faux, mais je l'entendais juste pas. Mais grosse ambiance, très très cool. La Fight Night s'est enchaînée, vraiment c'était tac 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 tac, rythme de dingue. Même entre le co-main et le main, du coup il y a eu 1 heure et sur 1 heure il y a eu une presta, un concert. Il faut qu'ils bougent toutes les chaises, qu'ils remettent les chaises et tout. Franchement, je trouvais ça particulièrement efficace et bravo à leur gars parce que tu vois qu'ils écoutent un peu aussi les critiques quand même. Je pense qu'ils ont entendu que les gens avaient gueulé à Los Angeles en disant là c'était trop long.
pour la presta d'Eminem et tout. Même entre les combats, à chaque fois, il y avait une demi-heure. Enfin, c'était pas possible. Là, vraiment, ça s'est enchaîné, KO, pas KO. Enfin, voilà, là, ça allait dans tous les sens. Donc, le rythme était très appréciable. Et donc, ensuite, le main event avec les 2 entrées fantastiques. Daniel Dubois qui entre en premier, encore une fois c'est dommageable, qui entre en premier coin rouge, mais bon pourquoi pas, les bracelets qui s'allument en rouge, la musique, les feux d'artifice, la totale, c'était canonissime. Ensuite vient le tour de Joshua, la musique du parrain, là en bleu, tout le monde s'allume en bleu, feux d'artifice, les lettres AJ allumées en feu comme c'est de coutume à Wembley quand Joshua combat. Bref, une ambiance digne des plus grands main events et des plus grands événements sportifs de la planète, pour être tout à fait franc. Un Sweet Caroline juste avant, légendaire, avec tout le stade qui chante Sweet Caroline, qu'ils ont remixé pour qu'elle passe pendant 8 minutes avec les bracelets violets. Enfin, c'était extraordinaire comme ambiance. Bravo vraiment à tous les gens impliqués, parce que par contre l'événement était quand même on peut parler pendant 15 heures de l'hymne de l'Arabie Saoudite, mais à la fin l'événement c'était quand même un des plus grands événements sportifs de tous les temps. Pour avoir déjà fait un événement de boxe à Wembley, c'était, je sais pas, j'irais pas jusqu'à dire que c'était meilleur, parce que je trouve que la ring walk de Fury contre White est quand même la meilleure de l'histoire. C'est quand même un cran au-dessus, les musiques choisies, le trône, enfin tout. Je trouve qu'il y a Fury qui se met à courir à la fin avec 20 gars derrière lui. Enfin, il y avait vraiment un truc en plus. Mais l'organisation globale, l'enchaînement des combats, enfin, c'était quand même un cran au-dessus. Donc bravo, vraiment. Il faut rendre à César ce qui est à César. Le combat, donc, vous avez vu, évidemment, le résultat. Si vous n'avez pas regardé le combat, vous avez au moins vu les highlights. Surprise. On va dire ça comme ça. Je vais parler d'un sujet avant toute chose. Je vais parler de l'arbitrage, que j'ai trouvé très en dessous, très en dessous. L'arbitre qui colle pas le down dans le 3e, je crois, Ouais, alors que les Joshua a les 2 sol. points au sol 10 secondes avant la fin. Il se retrouve le mec en bordering commence à compter, parce que vous savez qu'il y a un gars qui compte en bordering pour donner le compte à l'arbitre si jamais l'arbitre veut pas perdre le fil. Ça a toujours été le cas, mais là en fait on l'entendait dans le stade compter. Il avait un micro, donc on entend le 1, 2, on le voit par terre, on voit Joshua par terre avec les 2 gants au sol, et en fait l'arbitre arrête pas le fight. Du coup Dubois continue à taper, notamment la dernière où il est vraiment assis par terre. Joshua, il est littéralement assis, Dubois lui met un crochet, il y a la cloche qui sonne, enfin il y a rien qui va, catastrophique. L'arbitre contre Joshua après la cloche, il y avait rien qui allait. L'arbitre, il y a un down aussi, ça c'est début 4e, je crois, où l'arbitre fait ce signe-là. Donc, du coup, les commentateurs ils disaient it's over, voilà, tout le monde dit it's over, le stade se lève, ça hurle dans tous les sens, tout le monde réagit, j'entends des clics, c'est la folie. Et là, en fait, l'arbitre essuie les gants de Joshua et leur dit fight. Et en fait, au lieu de dire over, il voulait faire slip comme ça, apparemment. Donc, c'est surréaliste. Déjà, c'est pas un slip. Bref, c'est un down. Hein. Y a rien qui allait. Rien. L'arbitre pas du tout au niveau, alors que c'est un arbitre, enfin j'ai oublié son nom, mais c'est un arbitre qui a arbitré des dizaines et des dizaines de combats de championnat du monde. Là il est passé complètement à côté de son fight, c'était catastrophique, vraiment, je le dis, c'était catastrophique. J'aime pas tirer sur l'arbitre, mais là ça met en danger la vie des combattants, parce que vraiment le down qui calcule pas et il laisse Joshua prendre des coups dans les cordes. Enfin, ça m'a fait penser à Morrison qui prend des patates énormes dans les cordes alors qu'il est KO depuis 10 minutes. Enfin, pitié, faites un truc, arrêtez-le, tu vois. Et la preuve, Ben Davidson a passé les 5 rounds avec à partir de la fin du premier round avec la serviette à la main. Et quand l'arbitre arrête, enfin que Joshua arrive pas à se relever, Davidson avait jeté la serviette. Hein. Donc tu vois, c'est pareil, si Joshua se relève et que l'arbitre en fait il décide de continuer le combat, de laisser le combat continuer, enfin Davidson avait déjà jeté la serviette, et ça on le voit pas sur les images, mais si vous, suivant les angles que vous pouvez voir, vous voyez que la serviette est déjà dans le ring et que Davidson en fait il saute, il attend même pas que l'arbitre ait fini, il pousse l'arbitre et tout tellement il est énervé, parce que l'arbitre a pas protégé du tout Joshua. Je pense qu'il a protégé les intérêts du fait que les gens aient payé leur billet et qu'ils voulaient voir un combat qui dure plus d'un round, mais il a pas du tout protégé les intérêts des combattants, et ça me plaît pas, j'avoue. Je suis jamais du genre à ouvrir ma gueule sur l'arbitrage, sur les trucs comme ça, parce que bon, c'est tellement difficile et qu'il faut arrêter de taper sur les arbitres en permanence. Mais là non, là c'est irresponsable. Surtout pour un combat de cet enjeu en fait, voilà. c'est ça qui est dommage. Tu peux pas passer à côté comme ça. On est chez des heavyweights et rappelez-vous le KO de Joshua sur Ngannou. Honnêtement, c'est pas déconnant de dire qu'il a perdu des années de vie avec cette uniquement. C'est pas anodin. Pour vous dire que quand il y a un mec de 115 kilos qui vous en envoie une,
Une de trop, ça peut être très 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 dangereux. Donc Voilà, donc il a un peu, effectivement, je suis d'accord, il a totalement il est screw up. passé complètement à côté. Complètement Ouais. à côté. Bon, maintenant, on va parler un peu on va parler d'analyse technique, puisqu'on y est enfin, le main event. Et il y a pas mal de trucs à dire en vrai, parce que c'est vrai que c'est un résultat qui est très surprenant. Oui, Enfin, qui est même. Enfin, il y a des gens qui l'avaient collé, hein. D'ailleurs, respect à tous les gens qui avaient dit que Dubois allait big up, ouais. surdominer et mettre KO Joshua. Bravo. Bravo JC de Box Attitude, hein. Bravo à tous ceux qui avaient dit Dubois va fracasser Joshua, et vraiment qui avaient pas dit il va gagner, qui avaient dit il va fracasser Joshua, il va lui rouler dessus, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Nous, on a tapé complètement à côté. De toute façon, moi, maintenant, je vais parler plus que de matchmaking en prévision. Je parle plus de boxe. Je donne plus de pronostics, parce qu'à chaque fois, je me gourre en pronostics. Ah, Par c'est contre, marrant. sur Mais les je te disais, matchmaking, en je fait, réussis. quand t'as tort, les gens ils oublient. Quand t'as raison, tu peux Oui, c'est remettre ça. l'image et dire bah regarde, j'avais raison. Donc moi je Non, préfère me mouiller. Moi je m'en fiche, non, c'est non, pas grave. je On a le droit plaisante. Mais on a été catastrophique sur la chez les poids prévision. lourds. Et après, en plus, je tiens à rappeler qu'on a quand même dit que c'était en 60-40. Donc bon, Oui, mais bon, voilà. bon, moi, le dernier jour pour moi, c'était plus un 60-40 quand je suis rentré dans Wembley. Pour moi, Joshua allait vraiment lui rouler dessus. Ouais. Bon, bref, c'est comme ça. Déjà, premier truc sur lequel je voudrais que tu nous éclaires et que tu développes, parce que pour moi, ça a été le point d'orgue dans le premier round, et du coup, ce qui a dicté en fait tout le combat, puisque le premier round avec ce down a foutu en l'air le combat de Joshua. La bataille du jab, pour C'est moi, ça ça. a été l'élément déterminant dès le début, quoi. Je suis d'accord avec toi et on en avait parlé dans la preview. Là, on va un peu plus rentrer dans le détail et on va mettre aussi des images issues du highlight d'Azone. Merci à Dazone, code promo, vous connaissez. Et aussi du fight qui a été poussé par Turquie. Donc, il fait ce qu'il veut, hein, littéralement. Ah Et bah c'est lui qui paye, hein, encore une fois, les il ayants achète les droit, droits, les hein. machins, c'est pas son problème. S'il a envie, il met le combat en direct gratuitement sur YouTube. Tout va bien. Donc, merci à Turquie de nous avoir fourni le fight en entier. Donc, il y aura peut-être les liens dans la description aussi si vous voulez les accéder. Ou sinon, vous écrivez juste Dubois contre Joshua. Bref, mais effectivement, en termes de déjà avant-propos, je tiens à souligner avant tout la performance de Dubois parce qu'il y a beaucoup de gens et surtout à chaud, mais moi maintenant, je suis content, qui ont plus appuyé sur le fait que Joshua n'était pas dans son combat, que Joshua a fait énormément d'erreurs, que Joshua X Y raison. C'est vrai, on va en parler, mais il faut surtout mettre en avant et saluer le combat que Dubois a fait parce que c'est le meilleur combat de sa carrière déjà et surtout parce qu'il a fait le combat qu'il fallait faire, qui a été parfait. Il y a plusieurs éléments qui lui ont permis de remporter ce combat. Il y a plusieurs clés qu'on avait aussi annoncées lors de la preview, même si on n'avait pas vu Dubois gagnant. Mais parmi ces points-là, effectivement, on parlait du jab. Avant même le jab, je tiens à parler de tout ce système de footwork qu'il a, tout ce jeu de jambes qu'il a, qu'on appelle le in and out avec un pas un peu en pendule. C'est-à-dire qu'il a tendance de mettre son poids d'avant en arrière, d'aller d'avant en arrière, de reculer et de se jeter sur sa jambe arrière lorsqu'il voit le jab ou le cross de Joshua venir et d'avancer, de se jeter entre guillemets de manière toujours précautionneuse avec un jab pour pouvoir toucher Joshua. Donc ça lui permet à la fois de gérer la distance et d'éviter aussi les coups. Et donc, lorsqu'il est très près, bah, il rentre en clinch et puis il a une très bonne gestion de clinch. Donc, ça, on l'a vu. Un des points, c'était cette manière d'aller d'avant et vers l'arrière. Et le point que tu disais et qu'on a vu dès les premiers échanges, c'est ce fameux jab. Un jab qui est lourd, qu'on avait annoncé, qu'on avait précisé, expliqué comme étant très lourd. Il y a même certains analystes qui disent qu'il a le meilleur jab de la KT. Bref, ça, c'est discutable. Mais en tout cas, il a un jab lourd. Il a Un peut-être jab le qui jab le marche. plus lourd de la KT, ça c'est possible, effectivement. Possible. Le meilleur, moi j'y Possible. crois pas trop, parce qu'encore une fois, on parle d'une KT où il y a Fury, Usyk, Parker et compagnie. Par contre, le plus lourd, c'est possible, effectivement. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en plus d'être lourd, il est varié et rapide. Donc là, on va vous passer une séquence dans laquelle en fait on voit les premiers échanges dans lequel, étonnamment, aussi étonnant que ça puisse paraître, le jab de Dubois il va beaucoup plus vite que le jab de Joshua. Donc déjà, il arrive à l'avoir avec son jab et puis il envoie de différents angles et avec un rythme très différent. Et en fait, cette explosivité et le fait qu'il utilise ce jab un peu en cran d'arrêt et ensuite pour pouvoir préparer son bras arrière et son travail au corps et aussi pour le coincer, ça a fait partie des éléments qui lui ont permis de remporter ce combat et en tout cas de le dominer dès le début. Et donc le point clé, je pense qu'il a fait quand il a gagné le combat, c'est la pression qu'il a mis. Donc point stat, moi je j'accorde pas énormément d'importance aux stats, mais là c'est quand même important quand elles sont flagrantes. On vous met à l'écran et je vous dis les stats en termes de volume tout simplement. Au total, hein, sur le nombre de coups, 117 coups pour Joshua, 32 coups seulement ont touché, donc une précision d'à peu près 25-27%. Dubois, 196 coups, donc presque 200, avec 79 coups, donc une précision de 40%. Donc on se rend compte que
Dubois a mis beaucoup plus de volume que Joshua. Et au-delà des coups donnés, c'est vraiment la pression qu'il a mise. Parce qu'il y a aussi un gros travail de feinte qui a été imposé, notamment feinte de jab, feinte de travail au corps, parce qu'il a beaucoup travaillé au corps. Et en fait, il en a profité pour pouvoir déborder et accélérer sur Anthony Joshua. Donc, c'était intéressant. On avait parlé aussi lors de la preview des capacités athlétiques de Dubois qui sont, à mon sens, et on l'avait annoncé, plus meilleure que celle de Joshua, même si Joshua, effectivement, c'est un Apollon, ce que vous voulez. Dubois, il a un cardio, on a l'impression, illimité. Et il a démarré fort et il a maintenu un rythme très constant et très soutenu pendant les 5 rounds. Donc, très rapidement, on s'est rendu compte que cette pression-là, cette gestion du jab et également toute cette partie gestion de footwork qui a permis d'éviter les grosses armes, à savoir le bras arrière et l'uppercut arrière de Joshua. C'est ces 3 éléments-là qui lui ont permis de remporter le combat et de le remporter haut la main. Ouais. D'ailleurs, ce qui me fait penser que ce qu'on avait annoncé, et moi ce que j'ai répété à qui voulait bien l'entendre depuis des semaines, c'était que si Dubois faisait le même début de combat que contre Ergovic, c'était foutu. C'est-à-dire si Dubois avait cette garde un peu molle, un peu ouverte, et qui prenait autant de droite et que Joshua avait juste à balancer sa droite pour toucher, il tiendrait pas le combat. Ouais. Et Joshua a pas fait, enfin Dubois s'est pas laissé avoir. Effectivement, comme tu disais, sur chaque échange de jab, il va plus vite. Son jab est plus lourd. Regardez la tête de Joshua. J'essaie de vous mettre des extraits. Vraiment, il le décapite à chaque jab. Un truc de fou. Et en fait, on sent Joshua est pas rentré dans son combat comme il aurait dû. Ouais. Ça, c'est sûr. En fait, en gros, c'est un peu bâtard parce que d'un côté, et je pense que Ben Davidson est un excellent entraîneur parce que pareil, il en prend plein la gueule et tout. D'ailleurs, petite interlude là. J'imagine, enfin, connaissant la communauté Fightman, j'imagine que vous faites pas partie de ces gens-là, et c'est cool. Mais alors là, tous les gens qui chient sur Joshua, qui chient sur Davidson, en disant que c'est des pompes et que parce que vraiment, hein, là, il y a des gars qui disent, je parlais du chaos, mais il y a des gars qui disent, ah, il est rentré avec un uppercut de loin, sans le préparer, les mains en bas et tout. Ouais, bah, après, le jour où tu combattras contre un mec de 120 bars qui est champion du monde poids lourd à Wembley devant 98 000 personnes et que tu auras pris un down dès le premier round, bah là, du coup, je t'écouterai. Enfin, j'écouterai ton avis. Là, pour l'instant, vu que t'es ton gros cul posé sur ton canapé, je vais peut-être pas l'écouter. Non, mais ça me rend fou parce qu'en fait, le manque de respect pour les fighters. On peut dire que Joshua a fait un mauvais combat, qu'il est passé à côté de son combat et que Dubois a fait un combat parfait. On peut dire ça. Lui-même, il le dit. Voilà. Y a pas Par de contre, dire sujet, que c'est mais des après, pompes, dire qu'ils sont mauvais, qu'ils méritent pas là où ils en sont, qu'ils ont un palmarès frauduleux, tous ces trucs qu'on entend à chaque fois que quelqu'un perd. Encore une fois, faut vraiment retracer la source de qui ça vient. Quand on passe sa journée le cul posé sur le canapé, qu'on n'a jamais mis des gants, qu'on n'est jamais rentré dans une salle et qu'on n'a jamais fait les sacrifices que ça demande pour arriver à ce genre de niveau, on ferme sa gueule. Voilà, je vous le dis. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis la casquette d'Anthony Joshua, parce que moi, je suis désolé, il a fait un mauvais combat et Dubois mérite entièrement sa victoire. Maintenant, si la boxe est revenue à Wembley, si la boxe est redevenue ce qu'elle est chez les poids lourds, notamment en Grande-Bretagne, c'est grâce à Joshua, à son star power, au run de dingue qu'il a fait, parce que là, ça y est, j'entends des gens dire qu'il a personne de vraiment ouf sur son résumé. Non, mais c'est bon, merde. Enfin, on va pas refaire le truc, mais quand il fait son run avec Povetkin, avec Parker, avec Klitschko, avec Charles Martins, enfin, bon, encore une fois, quand on est champion unifié, qu'on va chercher les ceintures une par une, c'est pas grave d'avoir perdu contre Ruiz, ça arrive de prendre des KO sur des mecs qui ont les mains lourdes et rapides. C'est un combat qu'il aurait dû gagner, mais il l'a pas gagné, c'est comme ça. Il a réussi à gagner le rematch, voilà. Le combat perdre 2 fois contre Usyk, enfin vraiment, enfin on va reprocher à un boxeur de perdre 2 fois contre peut-être un des meilleurs de l'histoire, un des meilleurs qui ait jamais mis les gants. Non, bah non. Perdre contre un des meilleurs de tous les temps, je suis désolé, c'est pas déshonorable. Deuxième combat, en plus, il y avait déjà des ajustements, il a essayé de faire des trucs. Bon, bah, Usyk est juste trop fort, point. On a vu le combat contre Tyson Fury. Enfin, je sais pas si je me rends compte à quel point Usyk est fort, vraiment. On a vu le combat contre Dubois. Ce Dubois-là, Usyk, il l'a battu par KO au 9e round sur un jab. Enfin, bref. Exactement. Donc, c'est révélateur déjà. Voilà. C'est révélateur. Donc, c'est pas grave. Joshua, c'est un très grand boxeur. Bravo à lui. C'est une méga gigastar. Je vous le dis. À chaque fois qu'il arrivait, c'était un mouvement de foule, que ce soit les journalistes, les gens qui étaient invités, tout ce que vous voulez. Les gosses lui courent après. C'est un mouvement de foule. C'est comme ça. C'est une méga gigastar. Que tu dis quand tu parles de visage de la boxe. En plus, tu as pris une belle photo de Joshua où il regarde un gosse et en fait, tu te rends compte, je vous dis la vérité, quand moi j'étais à la pesée, tu vois, justement, je vous parlais des petits jeunes qui faisaient partie d'une asso de boxe.
quand ils ont vu Joshua, ils étaient Les yeux en écarquillés, extase. frère. Joshua, il faisait un shadow. À un moment, il fait un shadow pendant la pesée. Les petits, ils reproduisent ce mouvement. Ah, regarde comment il a fait les. Tu te rends compte qu'il a vraiment un impact, et très positif d'ailleurs. Donc c'est pour ça que Ça se respecte. Ça. faut. Pendant le Covid, il a mis des ronds, il a mis des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros de son oseille pour maintenir ouverts les gyms qui étaient autour de chez lui, etc. Enfin, vraiment, on peut pas. Et puis pareil, il a pété un câble après, son combat contre Usyk, le rematch. La pression qu'ils ont, ces gars, enfin, je suis désolé, mais depuis qu'il est médaillé d'or olympique, lui, il est scruté dans tous les sens, il est critiqué même quand il fait rien. Bon, enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est un bel exemple pour la jeunesse, etc. Donc, zen, voilà. Enfin, si vous faites partie de ces gens qui critiquent depuis votre canapé et tout, encore une fois, bon, un peu de respect pour les combattants, un peu de respect pour les gens qui rentrent dans le ring. Là, en plus, Joshua, je suis désolé, mais il a perdu le combat parce qu'il est passé à côté de son combat. Par contre, on va pas remettre en question son Toute sa envie carrière, et son oui, cœur. bien sûr. Et puis, oui, puis son cœur sur ce soir-là, parce qu'il s'est relevé à chaque fois. Et même quand il est raide le dernier, il essaye de se relever. Il a envie d'aller au charbon. Et je suis désolé, la dernière séquence, à un moment donné, et Eddie Hearn, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse après le combat. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. On était tous debout dans la tribune presse. Les deux droites qu'il met à Dubois, notamment la première où Dubois il a une jambe qui part là-bas et il recule comme ça et il lui en met une deuxième, on a tous cru que Joshua était en train de faire le plus gros retour de l'histoire de la boxe poids lourd. Et ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Après, il y a eu des s'il erreurs. fait pas supercut de merde, ça aurait pu. Ouais, c'est ça aurait pu, mais après, effectivement, il a fait des erreurs. Je pense que ça peut être intéressant qu'on fasse le focus sur. Parce qu'autant qu'il y a eu des clés de la victoire que j'ai notées et qui ont été importantes pour Dubois, il y a aussi eu de très grosses erreurs de la part de Joshua. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est important qu'on fasse un listing. On en fait 3 rapidement, juste pour pouvoir les lister ensemble. Dans un premier temps, on parlait du jab, mais globalement, toute la gestion du bras avant, donc de son bras gauche, elle a été assez mauvaise. Et ça, c'est vraiment plus ou moins factuel en vrai, hein, parce que malheureusement, il a eu tendance à avoir la main très basse, avec une très mauvaise habitude de parer avec la main avant et de faire des parades un peu basses. Et ça, moi, je boxe gaucher. Donc quand on a des oppositions entre droitier et gaucher, il y a toujours les deux bras avant qui s'entrechoquent. Et je sais pas si c'est dû au fait que les derniers fighters qu'il a pris, là, les 3 derniers, je crois, c'est des gauchers, que l'essentiel de ses derniers fights c'était des gauchers. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre, mais il a eu ce très mauvais réflexe défensif de parer uniquement avec le bras avant. Je crois qu'il soit jab ou bras arrière. Une dinguerie, mais je sais pas s'il avait pas peur. Enfin, pas peur, mais si l'impact du jab de Dubois l'a pas désarçonné, parce qu'en fait, quand tu pars avec la main arrière ou quand t'esquives et tout, en fait, tu prends moins de risques à la fin, mais par contre, t'as plus de chances de le prendre dans la tronche, le jab. Ouais, c'est sûr. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être ça aussi. Mais en fait, il y a une combinaison d'un peu de tout. Donc en gros, hein, c'est la tendance à parer du bras avant, la tendance à faire ce qu'on appelle un lazy jab, c'est-à-dire que tu fais ton jab et normalement tu reviens à la même position. Le chemin le plus rapide, c'est le chemin le plus droit. Parfois, par moment, tu as tendance à faire ton jab et redescendre la main basse. Et la grosse erreur qui est d'ailleurs, et je pense qu'on pourra vous mettre l'extrait, c'est intéressant parce qu'il y a Usyk qui à un moment il a interviewé et puis il décrypte un peu la séquence et il dit mais c'est pas normal, comment ça se fait que Joshua il recule son buste comme ça alors il suffit juste de reculer son pied. Donc il y a la séquence en vidéo, je pense qu'on vous la montrera, mais en gros le cumul de tous ces points, donc main basse, parade un peu approximative, peut-être par peur, je sais pas, peut-être parce qu'il est pas encore dans le truc, plus pas sur ses appuis, ça fait qu'on est à la fois exposé aux frappes et en déséquilibre. Et quand tu es en déséquilibre, donc t'as pas tes deux appuis au sol, si tu prends un coup, même pas forcément un super gros coup, mais en l'occurrence là il a pris un gros overhand, gros knockdown, et on le voit lors du premier knockdown. C'est l'accumulation de ces 3 points, donc qui commence par la mauvaise gestion de la main avant sur le plan défensif, qui a fait qu'il a été déjà touché dès le premier. Et donc ça me permet d'embrayer sur la deuxième grosse erreur, qui en fait tout simplement, c'est pas vraiment technique, c'est un peu plus mental. C'est est-ce qu'il était vraiment dans son combat avant et même spécifiquement après le down qu'il prend dès le premier round. Faut se mettre à la place de Joshua. Il y a tout l'aspect préparation mentale et je pense il savait qu'il allait prendre un bouillon et tout, mais prendre un down dans 98 000 personnes dès le début sur des erreurs un peu bêtes, ne pas trouver de solution, c'est pas ouf. Et il y a des extraits que je vais vous montrer qui sont un
un peu particulier où tu vois qu'il a une attitude qu'il est pas vraiment dans le combat, c'est-à-dire qu'il prend un down, tu le vois qu'il essaye de showboater au lieu d'être dans son combat, alors que t'as un Dubois qui, même quand il est touché, il est très lucide. On le verra justement dans la séquence du KO qu'on va analyser un peu plus en détail. Mais voilà, il y a eu. Ouais, il tend Je la pense que langue, il parle à son coin. Enfin, ouais, même pas à son on coin d'ailleurs. fera On les sait pas trop à extraits, qui il parle d'ailleurs. c'est un peu. Et donc moi, il y a deux questions que je me dis. Est-ce que tu sais, il y a un manque d'engagement, donc en plus de ça, il y a aussi le coin qui était pas ouf, tu vois. Faut le dire, Ben Davidson entre les interrounds, il était un peu en mode délusionnal, tu vois. En fait, il a pas compris ce qui s'est passé, Ben Davidson. Il arrivait pas à souligner ce qui allait pas. Mais en fait, mais même lui, je pense qu'il a pas compris. Je pense qu'en fait, effectivement, je il pense était que choqué comme nous, en fait. il a dû Davidson. tellement prendre le bouillon que Ben Ouais. Davidson n'a pas réussi, je pense, à la fois le rebooster mentalement, parce que c'est important quand tu prends des downs, mais aussi sur le plan technique, de lui proposer des solutions. Et en fait, du coup, c'est tout ça qui a fait qu'il n'était pas dans son combat, qu'il a manqué de lucidité. Et le troisième point, et ça c'est ce qui a causé la fin, et c'est l'accumulation de ces 3 points-là qui a causé la fin. On vous montrera quand on fera le décryptage du KO. Mais en gros, tu vois, on vous l'a dit, l'arme de Joshua c'est son bras arrière, que ce soit le cross du bras arrière ou l'uppercut du bras arrière. Et en fait, ce bras arrière, tu peux pas l'envoyer comme ça à l'arrache. On vous met, c'est une petite crotte de nez pour le MMA, mais effectivement, contre un mec comme Ngannou, aussi fort qu'il soit, tu peux envoyer ton bras arrière comme ça. Et en plus, Ngannou, on précise, il était sonné à ce moment-là. Là, on vous met la séquence du KO contre Ngannou. Il a pas fait de setup. Il est venu, il a envoyé son bras arrière. Ngannou, il est tombé. Il a perdu 10 ans d'espérance de vie. Tout va bien. Mais contre quelqu'un, un boxeur d'élite comme Dubois, qui domine le combat, qui est lucide, qui est bon défensivement, qui a su faire les ajustements, là, on est dans une situation où c'est l'inverse. Parce que si on rentre sur la partie analyse de la séquence, donc déjà, on a les 3 clés de la victoire de Dubois. Donc Dubois, il a un gros jab. Il est touché effectivement par un bras arrière de Joshua, mais très rapidement il se remet en mode footwork avec son in and out, son pas pendule. Donc il arrive à rapidement se remettre en position pour reculer, avancer et surtout reculer, se rapprocher du coin pour essayer d'esquiver un peu la tempête. Il revient très rapidement de manière lucide et il arrive à maintenir la pression parce qu'il rend coup pour coup. C'est-à-dire que dès qu'il prend un coup, il essaye de remiser, il essaye de recomposer assez rapidement. Alors que Joshua, à l'inverse, tu vois, quand on passe à Joshua et ses erreurs, il n'est pas du tout dans son combat. La séquence avant qu'il prenne le KO, c'est dingue. Il y a un tweet qui est passé où tu vois le KO d'un autre angle. Et en fait, tu vois que Joshua, il a été touché. Il a été touché pendant plusieurs rounds. Et il se fait un peu clincher par Dubois. Et il regarde à côté et il tire la langue comme si tout allait bien. Alors qu'il est en train de perdre le combat. Et surtout, en plus, le pire, je crois qu'il regarde personne, moi. Ouais, tu regardes dans le vide et il tire la langue. Je crois qu'il est juste. Il est en train d'essayer, en fait, c'est comme le truc où il fait comme ça et tout. Moi, je crois qu'il est en train d'essayer de se déclencher un truc, en fait, parce qu'il sait qu'il est foutu, donc il essaye de... Gros manque de lucidité. Et donc déjà, après cette séquence-là, on vous la repasse en boucle, je pense. Après cette séquence-là, il avance les mains basses et il veut faire la guerre. Et en plus, on vous l'avait dit, si il rentre en mode bagarre, c'est Dubois qui gagnera, c'est sûr et certain. Alors que s'il boxe, là, il a des chances. Et là, il avance les mains basses et il envoie, comme on vous dit, son bras arrière sans aucun setup, une fois qu'il a vu qu'il a touché. Et à la fois, il surestime sa puissance, qui est existante, mais il surestime sa puissance. Ouais, à ce moment-là, en fait, quand t'as déjà pris 4 downs ou 3 downs... Ouais, t'es plus là. T'es plus là. Et en fait, il surestime sa puissance, donc il se dit, je l'ai bien touché, alors qu'il avait touché, pas très sérieusement. Mais la première droite, je pense qu'il le touche bien quand même. Oui, il le touche, mais en fait, je sais pas, quand on regarde la séquence, il est touché, il recule. Mais après, 2 secondes après, Dubois, il est là. Et tout, non, c'est vrai. Il était pas dans le gaz en fait, il est redevenu très lucide. Et après, au contraire, il voit la tempête arriver, il arrive à remiser derrière. Ça qui est intéressant. Ouais, donc Joshua, il surestime sa puissance et il sous-estime la capacité de récupération de Dubois, sachant qu'on vous l'avait dit également, il est très résilient. Et donc il a récupéré plus rapidement que ce que Joshua a pensé. Lui, il a senti le sang, sauf que il y avait déjà plus de sang à ce moment-là, et on voit la séquence de KO contre, et puis c'est fini quoi. Je pense même pas qu'il ait sous-estimé la capacité de résilience de Dubois. Je pense que c'est encore plus vicieux que ça, le pauvre. C'est qu'en fait, il a passé 5 rounds, enfin 4 rounds, là c'est le début du 5e, il a passé 4 rounds à prendre la marée. Il a pris 4 downs, enfin 3 downs, un qui est compté en slip, enfin on va pas revenir là-dessus, mais il y est pas. À chaque fois qu'il prend un jab, t'as l'impression qu'il va se faire décapiter. Enfin vraiment, c'est la nuit la plus cauchemardesque. Enfin personne l'a jamais mis dans cet état. Enfin le Klitschko l'a mis down, Ruiz l'a mis down et a gagné par TKO et tout, mais personne l'a mis dans cet état. Personne lui a roulé dessus physiquement comme ça. Joshua, c'est un monstre physique. Et là, en fait, il touche une fois. Il voit la jambe de Dubois qui part et tout. Il se dit, là, il est touché. Il touche une deuxième fois. Il se dit,
Bon, bah ça y est, maintenant c'est open. Et en fait, je pense que sur le dernier, sur l'uppercut, à mon avis, qui est peut-être une connerie, hein, mais à mon avis, il veut. Et en fait, l'uppercut est venu tout seul parce qu'il a un énorme uppercut, Joshua. Mais il y a un côté, c'est ma chance ou jamais. Si je le tente pas maintenant, de toute façon, j'ai perdu le fight. Je vois que Dubois, je l'ai touché 2 fois. Faut que je lui mette le coup de grâce maintenant, sinon le fight il est fini. Et en fait, c'est même pas qu'il a sous-estimé Dubois, c'est je pense qu'il a vraiment vu sa seule chance. C'est la première fois qu'il touche de tout le fight en fait. Ouais, je me rappelle. Et Tu c'est un vois. truc de ouf. Là, tu viens de me faire percuter. Et c'est un truc que je viens de m'en rappeler. Au 5e round, genre le round où il prend le KO, tu sais ce qu'il dit son coach Ben Davidson? Il lui dit roll the dice. Je m'en rappelle. Tu vois, en mode Voilà. traduction en Tente un français, truc, frère. Tente un le truc. tout pour le tout. Le Voilà, tout, le tout pour roll le the tout. dice en mode jette les dés et on le dit à la salle. C'est une expression, tu sais, des fois t'envoies un coup un peu à Inch'Allah, ça passe. Tu Oui, vois, voilà. en fait, Mais non, c'était c'est vrai, je c'est crois. ça. Hein. C'est ça. Il a Hein. envoyé il a envoyé le coup et puis t'as raison. En fait, dans un certain sens, c'est ça. Je pense que Je pense c'est qu'il le manque tente. de Il se dit c'est le tant pis. manque, Enfin, j'ai rien à perdre. lucidité. C'est le manque de lucidité aussi qui fait Oui, que. en plus, le manque de lucidité parce Mais que je Joshua pense au premier round, il rentre pas que les mains ouais. basses comme ça, il tente pas un uppercut à 2,50 m. Enfin, la gestion de la distance aussi a été catastrophique toute la soirée. Hein. Il Ouais, a été justement, et c'est complètement à côté. intéressant. Et je reprends les mots de Baba du RMC Fighter Club que je salue, qui avait fait aussi un retour par rapport à ce fight avec Herbie qu'on salue également, bien sûr. C'est que l'uppercut arrière, c'est son arme de Mais oui. prédilection, mais c'est aussi un coup. Enfin, tu sais, dans la boxe, c'est comme au casino, c'est plus le risque il est haut, plus la récompense elle est haute. Mais en l'occurrence, c'est un coup vachement risqué. Et là, en fait, c'était pas le moment de prendre autant de risques. Et comme tu as dit, hein, je pense qu'il a aussi. On revient au point du coaching un peu mid, que d'ailleurs Ben Davidson a assumé en conférence de Oui. presse, qui lui disait tu peux pas dire à un boxeur qui est en train de perdre, vas-y, tente et puis on verra. Tu vois, surtout, enfin. Et Voilà, en c'est même ma temps, si vision des ça avait choses. Hein, marché, mais tout le monde aurait dit que Davinson est un génie et que Joshua est le plus grand frappeur de l'histoire. Donc tu vois, tu c'est penses. ça qui. Oui, oui, il suffit. Des fois, il suffit juste. La pièce, elle tombe juste du côté de qui gagne ou qui perd, tu vois. Là, on peut Ouais. dire que c'était une erreur de dingue et voilà. Mais Joshua aurait gagné. Je pense qu'on serait tous en mode, ouah, le coup de génie. Donc bon, je sais pas. J'aurais tendance à me dire que c'est un. J'aurais tendance à me dire bravo. Bravo Dubois pour la prestation, Et bien dommage sûr. pour Joshua. Maintenant, après cette analyse cimer d'ailleurs, hein, Kabir, parce que là au moins c'est propre, carré, rien à dire. Je vais parler un petit peu politique, politique, logistique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant d'Anthony Joshua, hein, et qu'est-ce qu'on fait de Daniel Dubois? Alors Anthony Joshua donc est venu en conférence de presse, il n'a pas beaucoup parlé parce que Eddie Hearn d'ailleurs voulait lui interdire de venir en conférence de presse. Il est quand même venu. Il a fait un petit laïus de 3-4 minutes. Il était souriant mais marqué. D'ailleurs, c'est marrant parce que par contre, au niveau du visage, j'ai trouvé Dubois plus marqué sur les impacts de coups que Joshua, comme quoi des fois. Eddie Hearn, par contre, a beaucoup parlé, vraiment. La conférence de presse a été longue, mais il a répondu à toutes les questions, etc. Il expliquait qu'il n'y avait pas de retraite envisagée du tout après cette défaite, qu'il n'y avait pas non plus de rebuild. On repartait pas sur le run Franklin, Elenius, Walin, Ngannou. Il a dit ça, on le refera pas. Maintenant, c'est soit des méga fights, soit on arrive à se placer pour des fights pour la ceinture, ce qui devient compliqué, c'est ce qu'il disait. En fait, Eddie Hearn a été très lucide et il disait on était censé prendre le vainqueur de Fury Usyk. Là, il y a des chances qu'on prenne le perdant de Fury Usyk. Moi, j'ai une théorie que j'ai dit à Kabir en rentrant à l'hôtel direct. Joshua Wilder. C'est pas un combat que j'ai envie de voir, attention. Par contre, c'est un méga fight. Les casus, ils vont quand même le voir. Enfin, c'est quand même un fight qui va faire parler. C'est un fight qui les gens voulaient voir. Il arrive 5 ans trop tard, mais c'est un fight que les gens voulaient voir. C'est un Mayweather Pacquiao. Il arrive 5 ans trop tard, voire plus. Mais les gens achèteront le pay-per-view et les gens iront voir le combat quand même, malgré tout, même si c'est pas un voilà. C'est un combat. Si celui qui le gagne, il est relancé. Alors C'est que Joshua qui va gagner. oui, non, mais C'est pour ça qu'on veut pas le voir en fait. Parce ah oui, que je mets c'est 99% aussi de pour chance ça. que Joshua le gagne celui-là, hein, pour le coup. C'est Mais là, bon, c'est là il le perd encore et ose dire. là c'est dur s'il perd. Mais je vois Dubois Parker. Pour moi, c'est le combat qui fait le plus sens parce que là, je vois des gens parler de Parker contre Itoma, Parker contre Kabayel et tout. Les frères, enfin Parker, il a mérité là, non son shot, son title shot ou son shot dans le top 3-4 là. Il a mérité quand même. Il a battu Wilder et Zhang coup sur coup. Zhang, on sait à quel point c'est un monstre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même, voilà. Le problème, c'est que Parker Bacolé, par exemple, ça pourrait être intéressant, sauf que Bacolé, il est encore trop bas dans les classements pour moi. Bacolé, il faut qu'il affronte Zhang, c'est ce qu'on veut voir, c'est le combat qu'on veut tous voir. Kabayel contre Itoma, puisque Itoma, il a un gros combat qui arrive apparemment, qui devrait être annoncé bientôt. Et Parker, pour avoir discuté avec son manager, il m'a dit personne
Il m'a dit on a envoyé des demandes à tout le monde. Personne n'a accepté. Il dit personne. Il dit c'est un truc de fou. Il dit même Kabayel répond pas, etc. Personne ne répond. Donc parce que Parker, il a rien à faire gagner. Enfin maintenant il a une ceinture intérimaire, mais Zhang, il fera pas le rematch. Enfin ça, vous l'avez annoncé. Riyadh Season veut vraiment pousser Zhang Bacolé. C'est le combat qu'ils veulent faire absolument. Zhang, il veut le rematch contre Parker, ce qui fait sens. Il y a une ceinture à la clé et tout, mais ce sera Zhang Bacolé. Quasiment ma main coupée là, honnêtement. Et Parker Dubois, c'est vraiment un méga fight. Oui. Fight extraordinaire. J'aurais tendance à pronostiquer Parker, mais moi à chaque fois que je dis que Dubois va perdre, c'est Dubois qui gagne par KO, donc arrêtez d'ouvrir ma gueule moi. Mais Joshua Wilder et le vainqueur de Dubois Parker prend le vainqueur de Fury Usyk. Ouais. Voilà. Et donc Fury Joshua, c'est plus d'actu pour toi? C'est d'actu. C'est un combat qui se fera, quoi qu'il arrive. C'est un combat qui se fera, sauf qu'en fait, comment tu justifies? En fait, c'est un combat qui se fera si Fury perd. Si Fury gagne, le combat il est injustifiable en fait. Non, il aura pas de sens. Si Fury perd, c'est un combat qui se fait. En fait, si Fury gagne contre Usyk, trilogie, ça reste dans l'histoire. Les gens ils vont dire, Mohamed Ali, Joe Frazier, tout ça, il n'y aura pas de trilogie. Hein. Si Fury gagne, il n'y aura pas de trilogie, je te le dis de suite. Ouais, c'est sûr. Mais parce que la Riyadh Season, en fait, c'est pour ça que je te dis, ils sont capables de faire un truc, de faire Joshua Wilder. Si Joshua gagne contre Wilder par KO au deuxième round ou je sais pas quoi, de dire bon bah ça y est, Joshua est de retour, il a battu l'ancien champion du monde WBC, le mec qui a donné la trilogie culte avec Fury, on fait Fury Joshua à Wembley, tu vois. Ils en sont capables. Hein. Il y a trop d'oseille en jeu, ils en sont capables. Et c'est pour ça que je pense que Joshua Wilder aura lieu, parce que tu mets Joshua contre n'importe qui du top 10 aujourd'hui. Moi, je pense qu'il a ses chances, hein. Mais je pense par contre qu'il a aussi des chances de perdre le combat. Tu le mets que ce soit contre Kabayel, contre Parker en rematch. Il peut faire un rematch contre Parker, hein, mais Parker, il a mérité encore une fois de pas prendre un mec qui sort d'une défaite. Joyce Joyce, il est plus dans le top 10. Et puis Joyce, là, on l'a vu en interview, il lag, le mec. Il a 400 de ping. Faut qu'il prenne sa retraite, c'est terrible. Avec tout le respect que j'ai pour lui, tu vas pas le faire combattre, enfin, contre Bacolé, hein, le Bourbier, contre Zhang, le Bourbier, enfin, tu vois, il y a personne en fait. Il y a que Wilder qui est pas dans le top 10, mais qui est un combattant, qui a un nom. C'est un nom, il existe. S'il bat Wilder, encore une fois, le grand public dira il a enfin battu Wilder, on comprend pourquoi Wilder l'a évité pendant 10 ans. Enfin, le narratif Joshua Wilder, il est facile à vendre entre gros guillemets, mais il est facile à vendre parce que ça va parler aux masses en Angleterre. Joshua Wilder, c'est un combat que tout le monde connaît, que tout le monde ira voir, même s'ils sont plus à leur prime. Et après, derrière, tu peux presque justifier le combat contre Fury. Et si Fury perd contre Usyk, c'est pareil. Joshua Wilder, tu l'as fait, tu fais Fury Joshua. Les trois meilleurs de cette génération, enfin ce qu'on a cru pendant longtemps, le triangle d'or de cette génération, c'est enfin affronté. Pas dans le bon moment, tout ce que tu veux et tout. Mais en fait, Joshua, là, tu peux pas le faire rentrer directement. Même si Fury perd contre Usyk, tu peux pas faire rentrer Joshua contre Fury, pardon. Ouais. Parce que Joshua, là, il sort d'un gros KO, etc. Contre Dubois, Fury, s'il perd 2 fois contre Usyk, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, Fury est quand même techniquement au-dessus de Joshua dans la hiérarchie. C'est difficile, hein. Mais je pense vraiment, pour moi, ça va ressembler à ça. Là, les prochains combats poids lourds, on a donc Fury Usyk qui va déterminer beaucoup de choses. Hein. On va pas se mentir. Ouais. Qui aura le title shot, etc. Parce que Dubois, Usyk 2, je pense que malgré la prestation de Dubois, c'est pas justifié non plus. Parce que Dubois Usyk 1, c'était il y a pas longtemps et c'était unilatéral. On va pas vendre le narratif du low blow pendant 25 ans non plus. Joshua Wilder, enfin. 5 ans trop tard, mais enfin. Fury Usyk, Dubois Parker, Bacolé Zhang et Kabayel Thomas. Voilà. Beau match-up en tout cas. Franchement, ça s'emboîte plutôt bien et puis ça nous permet de redistribuer les cartes, sachant que effectivement, je pense qu'on aura beaucoup plus de visibilité le 22 décembre. Donc en fait, c'est ça. Le 22 décembre, le 21 décembre au soir, 22 décembre au matin, on va commencer à pouvoir discuter de ce qui se passe dans la suite. Parce que si Fury gagne, pour le coup, ça change tout. Ouais. Là, c'est vraiment. Et puis tout ce que je vous énonce, c'est dans le cas où Usyk gagne le rematch, où en fait. Ni Joshua, ni Fury, ni Dubois n'ont un title shot justifiable contre Usyk en fait. Ouais. Donc t'as peut-être ce qui a été longtemps estimé comme le top 2 et le top 3 de la KT juste derrière Usyk, donc Fury et Joshua qui n'ont pas droit à leur nouveau title shot, qui sont vieux, qui vont partir à la retraite parce qu'ils sortent de défaite. T'as Dubois juste en dessous qui, encore une fois, on pourrait refaire un combat undisputed du coup contre Usyk, mais Usyk l'a battu assez facilement. Usyk et redescendra, je pense. Hein. Et voilà, Usyk, je pense qu'à ce moment-là, si Usyk il gagne, il a pas.
Ouais, parce que pour faire quoi? Contre qui? Enfin, tu vois, Parker. Il y a Parker qui est le mandatory WBO du coup, mais c'est un bourbier pour rien aussi pour Usyk, tu vois. Bah ouais. Et il a pas hésité à lâcher son IBF pour pas prendre les mandatory. Je pense pas que lâcher la W. Il sait qu'il a été undisputed, donc Ouais, et puis c'est on plus sait que c'est le derrière. meilleur de la KT. Enfin, je veux dire, là, à un moment donné, Exactement. Donc là, ça bon. vieillit bien. Va falloir qu'on en parle, Usyk, parce qu'elle vieillit bien. Toutes ces victoires vieillissent bien. Celle contre Chisora, celle contre Dubois, celle contre Joshua, celle contre Fury. Enfin, Usyk, vraiment, légende absolue. Et c'est lui le boss. Et peu importe ce qui se passera le 21 décembre, peu importe ce qui se passera après et tout, c'est lui le boss de la KT. C'est lui le patron et c'est Si on devait lui en le patron de garder cette qu'un, ouais. génération. Si on devait en garder qu'un, ce serait Usyk. Voilà, c'est lui le patron de cette génération. Et si on devait en mettre un dans n'importe quelle génération qui pourrait être champion du monde, ce serait Usyk. Voilà, c'est lui qui. Enfin, si on devait le transporter dans le temps et le mettre contre Ali, contre Tyson, contre Louis et tout, bah moi je prends Usyk tous les jours, tu vois. Apparemment, il peut tout battre. Donc enfin vraiment Usyk, le run est fantastique. Mais voilà, pour moi ça va ressembler à ça à peu près, mais encore une fois, là va falloir vraiment attendre le 22, parce que de toute façon il y aura pas de combat majeur chez les poids lourds avant le 21 décembre, avant le rematch. Mm. À mon avis, à mon avis, je pense par contre qu'un Dubois Parker peut tout à fait être annoncé en co-main event de Usyk Fury le rematch. C'est beau. Pour moi, c'est possible. Faut que Parker il combatte avant la fin de l'année. Lui, il en peut plus. J'en ai discuté avec lui, il en peut plus. Il en peut plus. Il bout. Son manager aussi. Enfin là, ils sont tous en mode voilà, il est en camp depuis 6 mois. Enfin, il en peut plus. Il a qu'une envie, c'est de combattre. Dubois, il a pas eu de vrais dégâts dans ce combat, donc il peut tout à fait repartir en camp. Il a 27 ans, il est jeune. Enfin, il est champion du monde. Il a faire qu'une que envie, c'est de ça, se donc battre. Voilà. Il aime que ça. Il sait faire que ça. Donc voilà. Je sais pas. C'est dans 3 mois. Il y a largement ce qu'il faut pour faire un peu de repos et un petit camp. Dubois, il est dans la forme de sa vie, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Tu fais un Dubois Parker, il prend un gros chèque. Co-main event de Fury Usyk, tu gagnes le combat contre Parker. Sur le co-main event, tu lances quand même un sacré message au vainqueur du combat. et ça te permet d'être vu aussi. Voilà, ça permet d'être vu. Bien qu'avoir battu Joshua fait que, et on n'en a pas parlé, mais micro débat, est-ce que Dubois est vraiment superstar? Pour moi, c'est devenu une superstar dans la nuit. J'en démords pas. Pas au niveau de Joshua, je veux dire, il a pas volé l'état, enfin l'état de grâce de Joshua, mais pour moi c'est devenu une gigastar. Wembley, 98 000 personnes, record d'affluence, il bat Joshua par KO avec la manière au 5e. Ouais. Il restera dans les livres d'histoire ce combat, et donc Joshua restera Dubois restera dans les livres d'histoire. Je pense que moi y compris, encore une fois, c'est vraiment pas le résultat que j'attendais. Donc quel bonheur de voir une prestation comme ça de la part de Dubois, et moi déjà je le vois pas de la même façon, tu vois. Totalement, totalement. Après, au regard on va dire, des casus, ça reste Joshua qui a perdu et pas Dubois qui a gagné. Ça je suis C'est pour d'accord. ça aussi que je me dis que ce fameux star power que Joshua a et que Dubois n'aura jamais au niveau de Joshua, ça faut pas se Je sais mentir. même pas si quelqu'un l'aura à nouveau, parce que Joshua Totalement. déjà je pense que c'est le boxeur britannique qui a le plus de star power de l'histoire. C'est 1000 fois meilleur et Voilà. personne calcule. Enfin, Il a plus de star power que Fury par exemple, tu vois, Joshua. Tu vois, ouais, c'est ça. Je maintiens Et en un genre fait, de tout ça pour dire que effectivement, par contre, l'éventualité où il boxe en co-main de Fury Usyk, bah ça va lui mettre encore plus de lumière. Putain, il a battu Joshua, il est en train de battre encore Parker, donc en fait c'est absolument lui. Sa legacy, quoi. C'est absolument lui qu'il faudra contre le gagnant du combat d'après. Exactement. C'est un peu dans ce truc-là pour moi, on est parti là-dessus. Voilà. Je souhaite. Je peux me planter, mais on est parti là-dessus. Chic Chip, excellent boxeur. Il a déjoué tous les pronostics et on aime bien les histoires comme ça, donc il nous a fait kiffer, quoi. Il a vraiment fait le taf. Ouais, puis quelle ambiance dans le stade. Enfin, du coup, c'est un combat avec un scénario qui provoque des émotions. Enfin, c'était un combat de 2 vrais poids lourds qui font 115 barres chacun et qui se mettent des droites dans la gueule. Enfin, je suis désolé, mais c'est aussi ce qu'on aime des fois. C'est pas un aussi beau combat que Fury Usyk, ça restera pas dans la légende comme Fury Usyk en termes de qualité. C'était pas un combat d'échecs, etc. Mais en termes de combat poids lourd de championnat du monde, c'est ce que t'imagines quand t'imagines un combat poids lourd de championnat du monde, quoi. Tout à fait. Donc, bravo aux deux, parce que bravo Joshua aussi, vraiment. Le manque de respect sur les réseaux et tout, ça me rend dingue. Bravo aux deux, bravo à toi Kabir pour cette analyse très détaillée. On a fait une grande vidéo parce qu'en plus c'est une semaine qui est très calme, donc il n'y aura pas de preview cette semaine. De toute façon, il n'y aura pas de preview avant la preview Better BF Bivol la semaine du 12 octobre. Donc on fera certainement des hors-sujets, on verra ce qu'on vous proposera. Mais du coup, c'est pour ça qu'on s'est permis aussi de faire un podcast très long à ce sujet, podcast ou vidéo, puisqu'on va mettre des illustrations pour ceux qui veulent regarder. Donc voilà, on s'est permis de faire une vidéo très très longue, et puis c'est un combat qui méritait, c'est une Fight Week qui méritait. Ça nous faisait plaisir de partager tout ça avec vous aussi. Merci beaucoup, Kabir, pour tes analyses. Merci à vous.
comme d'hab. Et oubliez pas la vidéo sur l'histoire de la boxe. Allez la regarder si vous l'avez pas encore regardée. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. Et merci à Shadow Boxing App de sponsoriser les vidéos de boxe anglaise tout le mois de septembre. Écoutez, je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Hop là. Ça c'est fait. Ça c'est fait. 1h21. Hein.